Bon, ben, bonjour à vous et merci d'avoir sacrifié une partie de votre fin d'après-midi pour écouter quelque chose qui touche au réchauffement climatique. Ici, je ne sais pas quelle est la température en ce moment, mais c'est pas une illustration du réchauffement climatique, en tous les cas pour le moment. Bien. Un mot juste de présentation. Je m'appelle donc Alban Darguin. C'est un pseudonyme, c'est pas un secret. Ce n'est pas mon vrai nom, mais je viens de Vendée, où je suis retiré maintenant en Vendée, et j'ai commis un premier livre qui s'appelle Éolienne, un scandale d'État, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait un certain bruit, et qui fait toujours un certain bruit, à tel point d'ailleurs que je suis encore sollicité pour essayer d'aider des associations, ici ou là, qui veulent lutter contre des plans éoliens. Et pas plus tard que mardi prochain, j'ai un petit film qui va se faire où on me demande d'intervenir justement dans le Marais vendéen. Parce que vous savez peut-être que dans le littoral, on est en train de défigurer le littoral marin de la Normandie, le bas de la Normandie, et maintenant toute la partie ouest, c'est-à-dire la Vendée notamment, avec un parc éolien monstrueux sur l'île Dieu, qui a quand même une tombe célèbre, et c'est une parenthèse, et l'île de Noirmoutier. Et ces énormes éoliennes, ces moulins à vent, on oublie une chose, et c'est pas le sujet, je reviens tout de suite, c'est une digression, il faut des câbles qu'il faut raccorder à ce qu'on appelait autrefois RTE, aujourd'hui devenu Enedis, c'est-à-dire acheminer le courant, et ils sont en train de saccager pour pouvoir alimenter ces éoliennes, et enfin, l'électricité produite par ces éoliennes, quand il y a du vent, hein, parenthèse, ils sont en train de massacrer le Marais vendéen. Si vous allez un jour dans cette région-là, c'est une région de faune magnifique, et donc nos amis écologistes, au lieu de s'occuper des bassines, il ferait peut-être mieux d'aller voir ce qui se passe là-bas, parce que tout le Marais et la faune et la flore qu'il y a là-bas vont être massacrés. Je ferme cette parenthèse. Donc, éolienne, un scandale d'État. Et puis, à cette occasion-là, j'ai travaillé le sujet du réchauffement climatique et j'ai décidé d'en faire un ouvrage plus complet que ce que j'en disais déjà dans Éolienne, un scandale d'État. Voilà. Le livre est sorti au milieu de l'été. Il est publié chez Pardes, qui est une maison d'édition qui est connue. Je suppose que vous la connaissez sans doute. Dans ce livre, j'évoque une manipulation mondiale, et cette manipulation mondiale, elle a, de mon point de vue, trois axes. Mais je vais faire une toute petite digression, comme ça va, mais qui sera un peu ce que les Anglais appellent du teasing, pour vous inciter à lire le livre, y compris ceux qui l'ont lu, à savoir qu'il y a un rapport entre le puits et mon livre. Et je l'ai découvert avant d'arriver ici, parce que quand je viens dans un secteur que je connais mal, et le puits, j'avoue, et je confesse que je ne connaissais pas bien le Puy-en-Velay, vous avez une ville magnifique, eh bien, j'ai découvert, en lisant une vieille encyclopédie, mais vous savez ça par cœur, que indépendamment de la sépulture, une partie de la sépulture de Du Guesclin, il y avait au Puy-en-Velay, il y avait eu, au XIIe siècle, un concile important dans lequel a été statué le fait que Anaclète, qui se prétendait le pape, n'était pas le pape, était donc un antipape, et que, ne vous inquiétez pas, il y a un rapport avec le réchauffement climatique, et que le vrai pape et le seul vrai pape s'appelait Innocent II. Voilà. Donc ce concile, quand j'ai vu ça, j'ai été étonné, parce qu'il se trouve que dans mon livre, il y a beaucoup d'éléments qui touchent à la religion catholique, puisque dans les manipulations, il y a une manipulation qui est à la fois scientifique, je l'expliquerai très rapidement, il y a une manipulation qui est dialectique, ça on nous en rebat les oreilles tous les jours, que ce soit dans les journaux ou n'importe où, et il y a aussi une manipulation idéologique. Comment se sont créés les mouvements écologistes, etc., qui les a inspirés, et puis quel est le rôle de l'Église catholique actuelle dans cette défense du réchauffement climatique soi-disant dû à l'homme, y compris le pape. Je suis désolé si je scandalise des personnes, mais le pape François est un allié de l'ONU,
et un allié du GIEC, c'est évident. Et de Greta Thunberg, sûrement. C'est comme ça. Or, il se trouve que ma quatrième clé, puisque il y a 4 clés après l'enquête sur les 3 manipulations que j'ai évoquées, il y a 4 clés, et j'ai fait une clé eschatologique qui est en rapport avec le rôle du Soleil dans le réchauffement ou le refroidissement de la Terre. Voilà. Et du coup, j'ai été amené à parler de la papauté, et à me rappeler que quand même dans l'Église catholique, il y a eu 35 antipapes à ce jour, qu'il n'est pas exclu qu'on en ait d'autres dans des papes ayant régné ou à régner. Sans jeu de mots. Voilà. Et je pense notamment au pape François. Pour être très clair. Je préfère ne pas... S'il y a des gens que je choque, déjà, vous me le dites. Hein. Bon, voilà. Donc, sachez bien, retenez ce concile. Et pourquoi donc? Parce que dans ce concile, donc, c'est Innocent II qui est consacré comme étant le seul vrai pape. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'Innocent II avait un saint qu'il consultait beaucoup, et ce saint s'appelait Saint Malachie. S'appelait Saint Malachie. C'était un des apôtres d'Irlande, après Saint Patrick. Et Saint Malachie avait l'oreille du pape, si j'ose dire. Et quand il y a eu plusieurs réunions et conciles à Rome, et Saint Malachie venait au concile, bien évidemment. Il était ami de Saint Bernard de Clairvaux. Et il se trouve que à Rome, c'est là qu'on a retrouvé la prophétie de Saint Malachie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la prophétie de Saint Malachie. C'est une prophétie sur le déroulement des papes dans l'histoire de l'Église catholique. Et si j'en crois mon histoire de la papauté, parce que là, ça n'a plus rien à voir avec le puits, mais si j'en crois mon histoire de la papauté, le pape François serait le dernier pape de la prophétie de Saint Malachie. Alors vous allez tous rentrer chez vous, vous calfeutrez, disant... Oui, et j'ai dit, on peut penser un certain nombre de choses, en effet, dans la décadence actuelle de l'Église catholique, mais on peut aussi penser que peut-être un certain nombre de papes pourraient être déclarés antipapes. Voilà. C'est le lien que j'ai fait avec le Puy-en-Velay et le concile de 1130 de mémoire. Voilà, on revient maintenant au climat. Le climat se réchauffe. C'est une vérité. Le climat se réchauffe. Bonjour. Bonjour. Allez, vous avez encore des choses là-bas. Mes parents. Le climat se réchauffe, mais il se réchauffe de façon tout à fait naturelle. Ça, c'est un élément certain. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Ça, c'est dans la manipulation scientifique. J'évoque les plus grands propagateurs de fausses nouvelles relatives au climat, notamment des scientifiques comme Mann, l'américain Mann, Hansen, c'est tous des Américains d'ailleurs, ou des Anglais, etc., qui ont développé toute la thèse que le GIEC, bien sûr, qui a été créé pour cela, propage et pousse partout, comme quoi nous serions dans un réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire du fait de l'homme, et qui ne serait donc absolument pas naturel. La thèse que je décris dans ce livre, je n'ai rien inventé, je ne suis pas un spécialiste du climat. En revanche, j'ai lu tous les historiens du climat et tous les spécialistes, y compris les scientifiques. Et notamment un dont vous avez entendu parler, qui est un Français, qui s'appelle Emmanuel Leroy-Ladurie. Je pense que vous avez tous probablement entendu parler de lui, qui a écrit une histoire du climat qui est poussée jusqu'aux dernières années. Aujourd'hui, il n'est pas mort, Leroy-Ladurie, mais enfin, il doit avoir 92 ou 13 ans ou 14 ans. Voilà. Mais il est dans les sources importantes et des contributeurs importants à l'histoire du climat. Or, et ça suffira, je pense, pour résumer le sujet de ce réchauffement climatique qui est parfaitement naturel et que nous vivons. Les historiens du climat ont démontré que nous avons vécu sous la préhistoire des cycles extrêmement longs de refroidissement ou de réchauffement, et que depuis, on va dire, la fin de la préhistoire, âge de bronze, etc., on a des périodes beaucoup plus réduites et des fréquences
de réchauffement et de refroidissement qui font 400, 500 ans, etc. En gros, là où c'était plusieurs milliers d'années sous la préhistoire. Et la dernière période de réchauffement climatique naturel, c'était l'époque médiévale. Ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que les historiens du climat appellent le petit optimum médiéval. Donc, c'est une période qui va de 900 à peu près jusqu'à un peu moins de 1400, qui est bornée. Et cette époque-là, mais il y avait eu avant, dès la fin de la préhistoire, un petit optimum de l'âge de bronze, il y a eu un petit optimum de l'époque romaine, etc. Petits optima qui sont tous à relier avec des améliorations de prospérité. Parce que quand il fait plus chaud, eh bien, ça aide, ça contribue à tout. Ça contribue à une prospérité plus accrue, c'est-à-dire à l'époque des récoltes meilleures. C'est pas un secret qu'on faisait de la vigne en Angleterre, au Moyen-Âge. Hein. Mais l'élément imparable, et celui que je vous demande de garder, c'est l'élément des glaciers. Parce que les grands historiens du climat et les scientifiques qui ont travaillé ces questions-là sont capables de dire aujourd'hui que la rétractation des glaciers à l'époque médiévale était bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc quand vous pensez à Macron, qui va, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, devant la mer de glace, dans les Alpes, avec j'ai oublié le nom de l'homme mi-politique, mi-scientifique français qui l'a accompagné pour lui montrer le désastre, en disant, mais on va tous, regardez-moi ça, ce réchauffement climatique, c'est épouvantable, etc. Eh bien, il se trompe. C'est du pur flonflon. Et la preuve, Emmanuel Leroy-Ladurie l'a donné à travers l'exemple du glacier d'Alèche. Le glacier d'Alèche, c'est un glacier des Alpes, dans lequel on a retrouvé les vestiges d'un canal d'irrigation menant à des abreuvoirs qui permettaient aux bêtes au Moyen-Âge, comme maintenant d'ailleurs, d'aller dans les estives, ce qu'on appelait déjà les estives. Il fallait bien qu'elles aient de l'eau pour pâturer. Et donc, il y a une source, ça s'appelle l'Aubérie de Rhine, c'est le nom de ce canal, et la source de l'Aubérie de Rhine, elle est encore aujourd'hui, alors qu'elle a été façonnée, canalisée, etc., elle est encore aujourd'hui oblitérée par les glaciers. Or, ça veut dire qu'au Moyen-Âge, il n'y avait plus de glaciers. C'était fondu. Donc, ils avaient pu travailler cette source et la faire descendre, etc. Donc ça, c'est un élément. C'est bien beau d'aller sur la mer de glace, mais s'ils étaient montés un peu plus haut, ils auraient vu ça et peut-être qu'ils auraient évité de dire des bêtises. Voilà. C'est une preuve parmi d'autres. Hein. Il y a aussi plein d'autres. Alors, j'évoque dans ce livre toutes les sources qui permettent d'analyser et de savoir à peu près comment comprendre les évolutions climatiques. Mais je vous les épargne là parce que sinon, vous serez transit froid à minuit. Ça va, vous tenez pour le moment? Vous n'êtes pas trop froid? Non. Bien. Donc, manipulation scientifique d'abord avec des choses grossières. Des gens qui se prétendent scientifiques et qui, on peut dire un mot malgré tout de Mann, Bradley et Hughes, qui sont trois scientifiques américains qui ont trafiqué des courbes relatives justement au Moyen-Âge pour effacer le Moyen-Âge. C'est ce qu'on a appelé le scandale de la crosse de hockey. Je ne sais pas si ceux qui connaissent un petit peu ce sujet-là. C'est-à-dire que Mann a présenté une courbe un jour au nom du GIEC en disant « Regardez bien, hein, c'est simple, vous avez le climat, puis les températures étaient comme ça, puis là on arrive au début du XXe siècle, ça s'envole, et puis vous voyez là, depuis 10 ans, c'est comme ça. Donc nous allons tous mourir, c'est évident. » Sauf qu'il y a des scientifiques qui lui ont dit « Oui, vous êtes gentil, mais... désolé pour vous, hein, je sais, je suis sûr, mais vous êtes gentil, mais le petit optimum médiéval, il est où dans votre affaire? Ah, mais on a intégré, bien sûr, tous les éléments, ne vous inquiétez pas, les données sont dedans. Ah oui? Mais alors expliquez-nous comment vous pouvez faire une courbe qui part en crosse de hockey comme ça, quand en réalité les températures étaient bien supérieures à l'époque médiévale. Voilà, ils s'en sont sortis comme ils ont pu, et puis ils sont passés à autre chose. Mais le mensonge était fait. Voilà. Ils ont été condamnés, non? Non. Pour ça. Ah non, pas du tout, ils sont censés. Ça a été poursuivi.
pour fraude, justement. Ah ben, la fraude, elle est avérée. Oui. Mais il n'y a pas de condamnation. Ils étaient au GIEC. C'est la doxa. C'est la doxa. Au contraire, ils ont tous été honorés, ces gens-là. Oui, mais il me semblait qu'elle avait été. Ben, la meilleure preuve, regardez, dans la série des mensonges, n'oubliez quand même pas que Al Gore est le patron du GIEC de l'époque qui s'appelait, qui était un Indien dont j'ai oublié le nom, mais le nom est dans mon livre. Ont été récompensés tout de même d'un prix Nobel pour leur action sur le climat. Et quand on sait qui est Al Gore, je vais y revenir un petit peu plus tard quand on parlera de la manipulation idéologique, mais voilà. Donc le climat, ce qu'il faut retenir, et je vais à grandes enjambées, c'est que je prends un certain nombre de citations et d'éléments qui sont parfaitement factuels, qui viennent tous de la création du GIEC et des pseudo-scientifiques qui sont au GIEC, parce que ça aussi, vous avez un garçon qui s'appelle Christian Gérondeau, qui a fait un travail colossal sur le sujet du climat en France. Et Gérondeau explique bien que les gens du GIEC ne sont pas du tout des scientifiques. J'étais hier dans une station-service de l'autoroute qui est détenue par Vinci. Vous savez, cette autoroute, il n'y a personne qui travaille chez Vinci, là. Non, parce que Vinci, c'est aussi un scandale d'État. Ah oui, oui. L'obtention des péages, enfin, d'autoroutes, etc., qui rapportent des millions, avec l'argent que nous avons dépensé en finances publiques, c'est-à-dire nos impôts, c'est un scandale. Mais c'est bien pour les actionnaires de Vinci, c'est parfait. Et ben, il y avait un panneau dans la station où je mangeais mon sandwich, un immense panneau, grand comme tout ça, qui était consacré au réchauffement climatique et aux travaux du GIEC, avec bien marqué en gros le GIEC, entre parenthèses, parce qu'il faut aussi faire un peu de pédagogie avec les gens qui sont dans les stations d'autoroute, qui n'ont pas tous le même niveau d'information. On dit bien le GIEC, expert scientifique du climat, entre parenthèses, fermé. C'est tout sauf ça. Voilà. Donc, il y a un mur entier consacré au réchauffement climatique, à tout ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Si ce n'est pas du matraquage, voilà. Bon. Mais, si j'osais, je dirais qu'il y a une raison à ça aussi. C'est que tous ces groupes-là, aujourd'hui, et c'est un des moyens de propager cette manipulation, tous ces groupes-là sont soumis, comme tous les groupes financiers, à ce qu'on appelle les critères ESG. Je vais un peu du coq à l'âne, mais vous allez comprendre pourquoi. ESG, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les critères ESG, qui sont des critères de notation financière maintenant dans les entreprises. Et les conseils d'administration, vous avez au moins entre 50 et 80 pages dans le rapport annuel aux actionnaires qui sont consacrés au sujet ESG. Alors, ESG, ça veut dire environnemental, ce sont des critères, environnemental, sociétal et de gouvernance. En clair, ça veut dire quoi? Environnemental, si vous ne faites rien pour lutter, quand vous êtes patron d'un groupe, pour lutter contre la prolifération du CO2, parce que je vais y venir aussi sur le plan scientifique. Vous savez bien que si la Terre se réchauffe, puisque c'est du fait de l'homme, c'est par la propagation du CO2. 0,04%, même pas, 0,036% de l'ensemble de l'atmosphère. Pas un gramme d'évolution. C'est flat. C'est faux. On nous ment totalement. Mais ça passe très bien. Hein. Personne ne conteste. Comment? Bien sûr, c'est clair. La Terre est composée de... Enfin, c'est l'azote en premier. Oui, enfin, il y a une vingtaine de gaz qui représentent 90%, et puis il y a quelques gaz, mais en tous les cas, le CO2 lui-même, puisque c'est ce qui a été pris. Je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que je serai amené à vous parler de l'histoire du CO2, qui a été créé de toutes pièces par un Suédois, Arrhenius, au début du XXe siècle. C'est lui qui a développé cette thèse-là, qui a été reprise aussitôt. Donc il y a des trucs qui sont un peu inspirés dans tout ça. Curieux. Mais bon, le CO2, c'est donc, retenez juste 0,04% ou 0,0030, enfin 36 même, c'est même pas 0,04. Et donc, critères ESG, environnementaux, si un groupe aujourd'hui ne lutte pas contre le réchauffement climatique d'une façon ou d'une autre, ne publie pas des chiffres d'une façon ou d'une autre dans son rapport annuel, etc., eh bien, il aura une notation défavorable, qui contribuera
à la dévalorisation, à la cotation de l'action, avec tout ce qui peut s'en suivre derrière. Critères environnementaux. Les deux autres critères dans les ESG, ce sont les critères sociétaux et les critères de gouvernance. Sociétaux, c'est l'entrée de la culture woke. Selon moi, c'est l'entrée de la culture woke dans les entreprises. Si vous commencez à faire une discrimination entre les gens, si vous commencez à considérer que les femmes et les hommes ne sont pas égaux, voire plus. Si vous n'êtes pas parfaitement alignés pour que demain, vous verrez, les toilettes soient les mêmes pour les hommes et les femmes, si vous voyez ce que je veux dire, etc., etc., eh bien, vous serez noté avec des notations défavorables qui contribueront encore à dégrader l'action. Et puis, gouvernance, c'est pareil. Les conseils d'administration doivent être composés, moi je ne suis pas contre, mais c'est une question de compétence, doivent être composés de plus en plus en parité. Donc, il faut que les administrateurs soient, qu'il y ait 50%, à terme, hein, c'est ce qu'ils veulent, 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, on n'est plus sur des critères de compétence, on est sur des critères qui vont nous amener demain des conseils d'administration où il y aura des transsexuels, peut-être noirs, ça plaira à notre président. Non, pardon, ça m'a échappé, mais vous m'avez compris quand même, etc., etc. Enfin, voilà. Mais ces critères sont très importants, et vous le voyez déjà dans les communications financières. Je cite dans ce livre, c'est une anecdote, mais 2 sociétés, une c'est le groupe AXA, une autre c'est LVMH. Eh bien, vous voyez des pages entières dans le Figaro au moment des rapports annuels. Au printemps dernier, il y en avait encore, disant nous vantons d'avoir diminué de je ne sais pas combien notre empreinte CO2, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez bien que la manipulation, elle touche tout le monde maintenant. Alors, ça, c'est plus, et je quitte un peu le scientifique pour aller à la dialectique, c'est plus, d'une certaine façon, la manipulation dialectique. Vous ne pouvez plus ouvrir un journal sans voir des trucs, mais qui sont effarants. Et ce sont des mensonges. Je pourrais prendre 1000 exemples. Je vais essayer de vous en trouver un qui peut être amusant. Mais vous avez des exemples qui sont des exemples types de manipulation sur des grandes crues, dans des endroits donnés, où en fait c'est juste une affaire d'urbanisation. Ça n'a rien à voir avec la réalité du réchauffement climatique. Il y a un réchauffement climatique d'ailleurs, ça je ne le nie pas, hein. Mais ce réchauffement climatique, c'est pas lui qui entraîne des micro-catastrophes qu'on nous présente dialectiquement comme étant la résultante d'un réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire anthropique entre l'homme, du fait de l'homme. Vous avez la possibilité de m'interrompre si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez ajouter quelque chose, on n'hésite pas. Hein. Voilà. Donc, manipulation scientifique, manipulation ensuite dialectique. Donc là, c'est tous les journaux, tous les jours, etc. Vous avez un journal qui est remarquable, c'est Le Point. Quand vous regardez les unes du Point, enfin, le réchauffement climatique doit faire vendre, parce que vraiment, et toutes les fausses infos qui sont dans Le Point régulièrement, ils doivent avoir, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas qui sont les actionnaires du Point aujourd'hui, mais je suppose qu'il doit y avoir un rapport avec des intérêts financiers qui sont importants. Voilà. Mais tout le monde, c'est une imprégnation. Hein. Peu à peu, cette manipulation dialectique, elle atteint tout le monde. Elle atteint vraiment tout le monde. Et quand je citais les rapports annuels et les publicités que font LVMH, qui annoncent que son empreinte CO2 est en train de diminuer, LVMH, de toute façon, les résultats de LVMH, ils ont de la marge. Hein. Etc. Ça, on est vraiment dans un monde... Moi, je fais une suggestion, parce qu'il faut mettre un peu d'humour dans tout ça. Je fais une suggestion dans mon livre, justement, quand je vois la grossièreté, si j'ose dire, des manipulations dialectiques qui sont faites dans les journaux, je suggère que les pompes funèbres françaises
pour lutter contre le réchauffement Arrête climatique, la crémation. arrête la crémation. Exactement. Ah, mais Puisqu'à ce moment-là, il y aura plus de C'est ce qu'ils veulent faire. il y aura plus de CO2, etc. Et on reviendra aux sépultures traditionnelles, tombales, qui sont dans nos racines. Parenthèse. Voilà. Enfin, ils veulent... Ils veulent composter. Oui, ils veulent composter. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça, bien sûr. oui. Alors, ils inventent tout un truc bien pour... sûr. Parce qu'ils avaient expliqué, j'avais entendu ça Oui. dans une radio, enfin, je crois que c'était sur Sud Radio que j'avais entendu ça, une qui Mhm. expliquait très clairement que une cérémonie traditionnelle, c'est-à-dire avec un enterrement classique, Mhm. c'était... il y avait beaucoup d'émissions de CO2 quoi, créées, voilà, quoi, enfin, et que même à la limite, même la crémation était moins polluante que avec une mise en bière, quoi. Et donc du coup, il fallait absolument passer Oui, au compost, quoi. Ouais. Tout ça procède aussi de ce que j'appelle l'homme qu'on veut façonner demain, qui doit être un homme qui doit être enraciné, c'est-à-dire privé de racines, apatride, privé de patrie. Privé de plaisir aussi. Et si quoi? Privé de plaisir Oui, aussi. ah ben ça bien sûr. Oui. Parce que quand on voit ce qu'ils ont tué l'automobile, ils ont tué le plaisir automobile. Exactement, oui. Ils l'ont tué complètement. Ah, Ça y est. complètement, oui, là. Là, vous prenez des jeunes, ils n'ont jamais vu un moteur V8, ça C'est fait ça, plaisir. exactement, tout à fait. Oui. Maintenant, il faut rouler la voiture électrique. Alors là, parlons aussi du scandale des voitures électriques, parce que alors là, on pourra en parler pendant des heures. Je ne sais même pas où on va, quoi. Alors on va parler des scandales. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Mais c'est pas que ce scandale-là, il y en a d'autres. Le scandale de l'énergie, on va en parler quand même. Ouais. Donc j'étais sur enraciné, apatride, et j'ajouterais athée. Ah oui, bien sûr. Parce que il faut que dans l'ensemble, il faut avoir les trois. Voilà, en un privatif. La voiture électrique m'amène donc, votre réflexion est très pertinente, m'amène après avoir décortiqué ces trois manipulations. Je vous le rappelle, donc scientifique, dialectique et idéologique. J'ai pas parlé de l'idéologique, il faut quand même que j'en parle un tout petit peu. La manipulation idéologique, c'est que on a créé un monde qui est le monde rêvé par des stratèges dans les années 70. Je pense que vous avez entendu parler du Club de Rome, peut-être, et de ce qu'on appelle le rapport Meadows. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas. Ouais. Dans les années 70, vous avez donc un cénacle de mondialistes qui, dans un cercle qui s'appelait donc le Club de Rome, où il y avait que des grands mondialistes, pas scientifiques, milliardaires, mondialistes, etc., ou politiques ou financiers, qui ont décrété que le monde, je vous la fais à grosse maille, c'est beaucoup plus technique que ça, mais que le monde ne pourrait jamais dépasser 3 milliards d'habitants. On est à 8 et quelques, je pense. Mais, et donc, qu'il allait falloir engager une vraie réflexion de décroissance. Ça, c'est dans les années 72. Le rapport Meadows, il date de 72. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est l'application de ce qu'ils ont décidé dans les années 72. Il faut bien l'avoir en tête. Ouais, absolument. On s'est compris. Voilà. Et donc, ça se déroule. Et ensuite, vous avez d'autres stratèges, et je pense notamment à un homme qui s'appelle, qui est mort maintenant, mais qui s'appelait George Kennan, qui a été ambassadeur au début de l'URSS et qui a été bien sûr expulsé. Il a dû être ambassadeur dans les années 50 de Russie, américain. Parce qu'il y a eu un ambassadeur à Moscou, à une époque du communisme. Il faut dire aussi que, parenthèse, pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, vous aviez un milliardaire américain qui s'appelait Armand Hammer, qui était l'ami de Lénine, et avec qui il a traité pour avoir des marchés phénoménaux avec l'URSS, la future URSS, et les années qui ont suivi, puisque Lénine n'a pas vécu très vieux, mais les autres ont suivi, et il y a eu des accords phénoménaux sur le plan économique grâce à lui. Armand Hammer était sauf votre respect juif et milliardaire.
Voilà. Ça, c'est pas dans l'entretien. Ça va couper au montage. Il faudra couper au montage, il faudra les rappeler. Voilà. Mais il est très connu, Amer. Hein. Voilà. Donc ces gens-là, ça avançait. Et Kennan, pour y revenir, George Kennan a écrit un texte que j'ai cité intégralement, qui dit, et c'est le début de l'écologie, il faudra, il était membre du CFR, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, le Council on Foreign Relations, qui était donc l'organe politique du mondialisme américain. Et donc Kennan écrit, il va devenir d'une urgente nécessité spirituelle pour la jeunesse de demain, de lui trouver un engagement, et cet engagement, il faudra, je la fais un peu, mais vous avez le texte, et cet engagement devra passer par, je fais une compression, par une suppression de la morbidité et la stérilité des conflits et des armées, et il faudra donc, et ce sera d'une urgente nécessité spirituelle, engager la jeunesse du monde dans des combats pour sauver la planète, pour sauver la Terre et pour l'environnement. Voilà. Donc, il y a le début d'une véritable manipulation autour de l'écologie. Mais ça, c'est une parole, sauf que la parole, elle s'est réalisée. Et pourquoi s'est-elle réalisée ? Parce que des financiers très importants, et principalement d'ailleurs la famille Rockefeller, les Rothschild aussi, parce qu'on oublie toujours, on pense aux Rothschild en France, n'oubliez jamais que les Rothschild ont une branche anglo-saxonne. Et puis, de toute façon, ils sont les deux. Ils sont partout. Eh bien, ils ont construit un système financier permettant de doter un certain nombre de ce qu'on appelle maintenant des ONG, qui étaient des associations, pour aider à la préservation de l'environnement. Et ils l'ont fait avec des dons considérables. Je cite le nombre de milliards qui ont été investis là-dedans par des grands groupes autour de Rockefeller et de tous ces groupes financiers qui ont financé ce qu'on va appeler les ONG. Voilà. Et ce sont des milliards. Je ne sais plus si c'est 11 ou 16 milliards, c'est pour ça que, mais vous avez le chiffre dans le livre. Et c'est noir sur blanc, c'est sourcé, hein, ce que je dis. Je suis désolé, il y a 200 notes à peu près hein, dans le livre, pour ceux qui l'ont. Mais ce sont des petites notes de bas de page. Mais si des gens voulaient me contester, on a les chiffres et on a les endroits où on les trouve. Voilà. Donc, on a créé ces ONG. Et le plus drôle, c'est que dans le même temps, on a commencé à faire ce qu'on appelait les sommets de la Terre, c'est-à-dire ces grandes réunions qui ont lieu avec des fréquences pluriannuelles, comme avec des protocoles. Vous avez eu, un premier protocole, c'est ce qu'on appelle, là c'est hors de ces réunions-là, mais vous avez eu un protocole qui s'appelle le protocole de Montréal. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce protocole-là. C'est un protocole qui a banni l'usage des CFC, des gaz CFC, chlorofluorocarboné, je ne sais pas quoi, parce qu'ils détruisaient, paraît-il, la couche d'ozone. Vous avez entendu parler de ça? Vous savez que oui, les bombes dans les années... Comment? Les bombes barrées oui, voilà. au sol, c'était ça, oui. Tous les gaz l'ozone CFC. se porte très bien. Hein. Les frigos. Comment? Aujourd'hui, la couche d'ozone se porte très bien. Mais Ils ont publié, là, il n'y a pas longtemps. Là. Mais exactement. Il n'y avait pas eu. Et ils ont le culot de nous dire, mais ça aussi c'est dialectique, ils ont le culot de nous dire que si la couche d'ozone s'est parfaitement reformée, c'est parce que il y a eu le protocole de Montréal. Dans la réalité, les producteurs de CFC, notamment les États-Unis, n'ont jamais arrêté d'en produire. Les Chinois ont accéléré et en produisent encore plus, etc., etc. C'est de la pure blague. C'est d'ailleurs très drôle quand on regarde l'affaire de la couche d'ozone, ils la sortent en 85 de mémoire, 84-85. Avec les pluies d'acide, là, qu'il y avait eu, et les fameuses pluies d'acide et les Non, c'est encore autre chose. C'était encore autre chose, ça. Encore autre chose. Mais le trou dans la couche d'ozone, on commence à en parler en 85,
Et à un moment, il y a des scientifiques qui commencent à poser des questions en disant « Mais attendez, c'est bien sérieux votre truc là Nous, on voit rien. » Ah mais si, là, le trou, il se déplace, il est en Amérique du Sud, il est au-dessus d'Amérique du Sud. Et puis quand d'autres disent « Ben non, on ne le voit pas. » Ah mais non, mais il est remonté maintenant, il est ailleurs, etc. Et aujourd'hui, il est rebûché par le Saint-Esprit sûrement. Voilà. Donc, mais c'était, moi, ma thèse, c'est que tout ça était un galop d'essai, justement. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore du réchauffement climatique. Et donc, c'était le galop d'essai pour voir comment la population réagissait. Et pour corréler tout ça avec les sommets de la Terre, vous avez un sommet qui est le sommet de Rio, dans lequel est à l'œuvre un mondialiste qui s'appelle Maurice Strong, qui est un mondialiste qui était affilié au groupe Rockefeller, etc., qui était un grand pétrolier canadien, qui a mal fini d'ailleurs. Et au sommet de Rio, Strong va faire un discours sur le réchauffement climatique en disant qu'il est d'une urgence nécessité de lutter contre le réchauffement climatique parce que c'est la première fois qu'il alerte. Et il fait deux choses. Il dit, de toute façon, textuellement, de toute façon, si d'aventure nous nous sommes trompés et que, c'est dans le texte, hein, et que ça ne se passe pas comme on dit, c'est pas grave. Il faut avoir un processus. Quand on a un principe de précaution, il faut avoir un principe de non-regret. Sous-entendu, c'est exactement l'histoire de la couche d'ozone. Sous-entendu, si ça ne se passe pas et si en fait il n'y a pas de réchauffement climatique anthropique et il n'y a rien du tout, ça ne fait rien, on aura fait des bonnes choses, sous-entendu pour accélérer le mondialisme, le gouvernement mondial, etc. etc. Voilà. Et puis deuxièmement, il a fait une chose encore plus importante et bien corrélée avec toute cette démarche, c'est que c'est le sommet de Rio de mémoire. Je peux me tromper de sommet, mais je pense que c'est le sommet de Rio, dans lequel Strong a fait avaliser que les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales transnationales, pouvaient avoir un pouvoir et une légitimité au même niveau que les États. Vous voyez ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Greenpeace, ou Yannick Jadot, justement, tiens, oui, qui ne sera pas aux bassines. Je ne sais plus avec qui on parlait de ça tout à l'heure, hein, dans l'affaire des bassines de près de Niort. Mais il a été président, directeur général de Greenpeace France. Vous prenez l'autre, le petit panda, là, noir et blanc, il est mignon. WWF. Hein, WWF. Et bien ça, ce sont des ONG qui propagent partout l'idéologie du mondialisme, l'idéologie du réchauffement climatique, etc., anthropique, etc., etc. Voilà. Alors, j'en étais où? J'étais... Oui? Non? Pardon. Non, je voulais rajouter... Oui? Je suis pédophile dans le WWF. Zoophilie. Oui. Il y en a des bons là, qui sont passés au gouvernement, là, justement, des écolos. Si. Qui sont Alors, dans le... oui, tout à fait. Mais c'est aussi, vous avez la liste des gens qui l'ont créé. Oui, tout à fait, bravo. Ouais. Et, mais c'est intéressant parce que Julian Huxley, les frères Huxley, d'ailleurs, parce que c'est le frère d'Aldous, hein, sont des eugénistes. Oui. Et c'est très important ce que vous dites, parce que vous vous rendez compte que dans toutes ces ONG de grand pouvoir, ils sont tous... Le même projet. Ouais, exactement, c'est le même projet, absolument. Voilà, on pourrait revenir à ce que vous faisiez tout à l'heure. Exactement. Alors, on en était où? On était l'électricité. À l'électricité, oui. Donc, on en finit avec les manipulations, elles sont avérées. Il reste à maintenant voir les clés. Moi, j'ai 4 clés, c'est-à-dire les mobiles de tout ça. Et parmi les mobiles, il y a la clé de l'énergie, justement. C'est-à-dire que, pour moi, dans tout ce qui est fait aujourd'hui, et ça explique ce qui se passe en France quand même, hein, dans tout ce qui est fait dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, il y a une volonté d'effacer et d'interdire la souveraineté énergétique des États. Bien sûr, à l'exception des États-Unis. Je vous rappelle quand même que, sans rentrer dans, même s'il y a une partie géostratégique dans le livre, je vous rappelle quand même que les États-Unis sont devenus le premier producteur de gaz de schiste. De gaz de schiste.
et de pétrole également. On parle moins du pétrole. Ça, c'est formidable. Alors que vous savez quand même que notre ministre corrompu jusqu'à la moelle de l'écologie, ancien ministre, qui s'appelle Nicolas Hulot, a fait voter une loi, quand Macron l'avait pris comme ministre de la transition énergétique et de l'écologie, a fait voter une loi qui nous interdit, nous Français, d'aller exploiter où que ce soit nos ressources minières. Or, certes, on n'a plus de gaz de lac. Vous savez qu'on a eu du gaz de lac pendant un certain nombre d'années, le gaz des Landes, hein. Mais nous avons, de façon avérée, des ressources qui sont quand même estimées aujourd'hui, mais sans être allées plus loin, à 60 milliards de barils de mémoire. Alors c'est en Seine-et-Marne, c'est pas très loin de Paris d'ailleurs, ça serait très bon pour Hidalgo, mais ça c'est un autre sujet, c'est en Seine-et-Marne. Et il a fait interdire, et c'est une loi, hein, donc, qui interdit à la France de faire toute recherche et exploitation de nos propres, de nos propres ressources, comment on appelle ça, carbonées, si j'ose dire. Donc gaz, fossile, pétrole, voilà, oui, fossile. Merci. Exactement. Voulez-vous mettre un gilet? Non, c'est bon. Non, c'est gentil. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais. Non, vous savez, on est en période de réchauffement climatique. Oui, voilà. Mais c'est très gentil. Ouais. Voilà. Donc sur ce sujet-là, enfin, il y a une vraie volonté d'abolir la souveraineté des États, sauf les États-Unis. Hein. Et c'est pas neutre si on veut prendre en géostratégie, mais c'est pas mon sujet. Je l'évoque. Hein. Toute la question de la géostratégie, l'affaire du pipeline, qui a bien sûr été sabotée par les Russes, Nord Stream 2, c'est bien connu, fait partie de tout ce plan-là. Les Américains, certes, les géopolitologues aujourd'hui disent les Américains n'ont jamais digéré que l'Allemagne fasse venir du gaz directement et que l'Europe fasse venir du gaz. La réalité est un peu plus sombre que ça, mais il est certain qu'aujourd'hui, ce que les Américains veulent, c'est que on installe des ports méthaniers et des ports recevant les grands bateaux méthaniers qui amèneront le méthanier, c'est un mot générique, hein, qui amèneront le gaz américain et le gaz de schiste notamment, que nous n'avons pas le droit d'exploiter. Des fragmentations, vous imaginez pas. Les Américains, ils ont moins de complexe là-dessus. Donc, ça veut dire que ça va avoir un coût d'infrastructure, les Américains le veulent, qui va renchérir encore le coût de l'énergie, et c'est surtout une interdiction d'avoir notre propre indépendance énergétique. Or, et là, je reviens à la France, mais ça vous le savez par cœur, parce que quand même, il y a tout de même des gens qui en parlent de plus en plus, la France avait, il y a seulement, je l'écris déjà dans Éolienne, un scandale d'État, hein, la France avait le bouquet énergétique que le monde lui enviait le plus, il y a seulement 20 ans. Et c'était quoi? C'était nos centrales dites nucléaires, mais ça ne veut rien dire, parce que les écologistes ont fait du nucléaire quelque chose qui fait peur. Mais ils les reveulent maintenant, les centrales nucléaires. Oui, bien sûr. Oui, mais ça va nous coûter le ticket d'entrée, et ça n'aura pas lieu. Ça sera mutualisé au niveau de l'Europe. Ils ne voudront pas que ça soit nous. Mais c'est déjà le cas. Hein. Bien sûr. Hier, il y a von der Leyen qui a refusé de considérer comme des énergies décarbonées. Non, mais il y a le double jeu de l'Allemagne. On peut les remercier les Allemands là, sur le coup. Hein. Ils nous ont tué le nucléaire. Hein. Ah, mais tu sais que là, complètement. C'est les Grünen. C'est Cohn-Bendit. Que Hollande a fait revenir en France. Je veux dire par là qu'il avait le droit d'être en France. Mais il n'avait pas la nationalité française. Il n'avait pas. Et c'était Cazeneuve qui était Premier ministre à l'époque, qui a pris du temps pour téléphoner à Cohn-Bendit pour lui dire « ça y est, tout est régularisé, c'est bon maintenant », et on le retrouve dans les médias. Cette espèce de pédophile, pour ceux qui ont lu Le Grand Bazar, etc. On a entendu parler, on l'a pas vu, mais... Qui prônait dans les années 70 la
sexualité avec les petits, avec les enfants. hein. Mais c'est dans un livre qui s'appelle Le Grand Bazar. Ah, C'est ça. Oui, c'est un roman qui s'appelle Le Grand Bazar, dans lequel il explique qu'il se fait des trucs. Enfin bon. Je suis un peu vulgaire, mais je vous assure que c'est vrai, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Oui, mais Indépendamment il de l'a dit ça. aussi à la télé. Comment? Il l'a dit aussi à la télé. Bah oui, à Apostrophe, là où il était invité pour son livre, voilà, c'était ça. Ah, pas. Ah Je sais non, pas je s'il crois était- pas. non, Je crois qu'il était, il était expulsé à l'époque. Il a été reçu par Pivot. Pivot pour son livre. Ça, il était complètement Dans les défoncé années au cannabis. Ah bon Il se vantait. Ouais. Oui. Parce que pendant toute une époque, il n'avait pas le droit d'être en France. Après, on l'a Oui, autorisé après. sans avoir la nationalité française, etc. Bon, bref. Ouais. Et on va pas s'éterniser sur cette espèce de voyou. Ce qui l'a pas En- empêché de représenter la France au Parlement européen. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et indépendamment de ça aussi, parce qu'il y a peu de gens qui le rappellent, quand il s'est vanté en 68, puisqu'il a été le leader du mouvement du, je sais pas quoi, du 13 mai ou du 10 mai, non, 13 mai, sûrement pas. Mais, enfin bref, vous m'avez compris. Il y a des gens qui ont des références autour de cette table. Je me demande si je suis pas dans une réunion complotiste. il s'était vanté d'être allé uriner sur la tombe du soldat inconnu. Voilà. Et ce gars-là, on lui rend la nationalité française. Voilà. Ça fait quand même... Réfléchir. Ça fait beaucoup. Ouais. Voilà. Bon, on arrête avec Cohen-Bendit et on revient au sérieux. Alors j'en étais où du coup L'indépendance énergétique. Donc notre indépendance énergétique, elle a été aussi ce bouquet énergétique qui était composé à l'époque, il y a 20 ans, 80% d'électricité de nos centrales dites nucléaires. D'accord. Fusion nucléaire, oui. Deuxièmement, 14%, parce qu'on l'oublie, Hydroélectrique. de l'hydroélectrique, c'est-à-dire nos barrages. Et la France avait là aussi un savoir-faire considérable. Notamment dans notre département ici. Là. Absolument. Il y a énormément de vieilles centrales. Voilà. Ce qui fait, si vous comptez comme moi, 80 plus 14, ça fait en gros 94% de notre indépendance énergétique. Le reste, la variable d'ajustement, les 6% restants, c'était uniquement là le recours à des centrales traditionnelles, thermiques, gaz ou Charbon. ou fioul ou charbon. Ouais. Enfin, nous, c'est les Allemands, les spécialistes mais ils sont du forts, charbon. ça. Ah oui, Ça, ils oui. sont très forts. Ouais, voilà. Ils ont- Donc, ce modèle, on l'a détruit sciemment. Vous savez comment. Vous savez qu'en même temps, nos centrales nucléaires, on a vendu Alstom, hein, et vous savez très bien ce qui va être arrivé. Ça vaudrait, de mon point de vue, un tribunal d'État pour ceux qui sont corrompus dans cette affaire-là, et l'actuel président de la République, mais avant lui, Sarkozy aussi. Parce que Sarkozy a eu un rôle déterminant dans un certain nombre d'accords avec son ami Barroso, qui était le président de la Commission européenne de l'époque, qui, comme par hasard, quand il est parti, est aussitôt allé chez Lehman Brothers, je crois, comme consultant aux États-Unis. Hein, président de la Commission européenne. Voilà, à ce train-là, Ursula, je ne sais pas où il ira après, mais on verra. On lui trouvera un poste, vous inquiétez pas. Voilà. Bien payé. Comment ? Bien payé. Bien payé. Ouais, voilà, donc je reprends le fil. On était au bouquet énergétique. Je vais juste ajouter une chose quand même dans ce scandale, parce que c'est un des plus gros scandales, mais ça va dans le sens de l'abolition de la souveraineté énergétique des peuples et des pays, dont le nôtre. Et on en est l'exemple. Les Allemands jouent un jeu très douteux dans cette affaire-là, aidés par les Grünen qui sont bien payés. L'affaire de Fessenheim, de la centrale à la frontière entre les Belges, ce sont les écolos belges et allemands qui ont tout fait pour obtenir de Hollande qu'on ferme un premier réacteur, puis un deuxième, etc. Bon, et tout ça, quand il faudra le réinvestir, ça va être épouvantable. Mais je voulais ajouter une chose, notre savoir-faire sur l'hydroélectrique, les barrages, hein, et vous connaissez ça ici, sachez que la Commission européenne fait le siège de la France depuis déjà 4 ou 5 ans pour obtenir que ces sociétés-là soient vendues et que le capital ne soit plus sous la main de l'État. Mais ce qui est le cas. À Bord-les-Orgues, c'est le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà Sauf le cas. qu'il y a un contrôle de souveraineté. Mais là, il s'agit de faire rentrer des capitaux étrangers dans ces sociétés-là et d'en finir. L'État ne doit plus avoir aucune participation.
Juste pour l'entretien, quoi. Voilà. Mais C'est comme ça, ils font, comme comme ils ils font font. pour les aéroports et tout ça. Exactement. Les Chinois, il y en a Exactement, exactement, c'est la même chose. C'est partout. la même De toute façon, politique, regardez, bientôt, Oui. on n'aura plus rien. c'est le mondialisme. Le Parc des Princes va être racheté bientôt là, par le Qatar et tout ça. Mhm. Non, mais c'est impressionnant quoi. Ça, oui. Ça me choque pas le Qatar, c'est normal. Ça, les gens, ils penseront. Continue de faire penser. Donc ça, c'est l'aspect fin de la souveraineté énergétique. Pour la petite anecdote, à l'époque de Barroso, donc il y a déjà quelques années, avant qu'il parte chez... non, je me suis trompé, je crois que c'est la Morgan. Je sais, c'est pas... Je vous ai dit Lehman Brothers, mais c'est pas ça. C'est une des plus grandes firmes américaines, financières américaines. Barroso faisait, quand il était président de la Commission européenne, le siège de Sarkozy tout le temps, justement, pour que nous vendions aussi, que nous achetions plutôt de l'électricité allemande quand ils commençaient à avoir des grands champs d'éoliennes et dont, à certains moments, quand le vent souffle, ils n'en avaient pas besoin. Alors que la France était émettrice pour tout un tas de pays frontaliers d'énergie grâce à nos centrales nucléaires. Et à certains moments, les autres pays nous rachetaient, et ça jouait beaucoup dans la balance des paiements il y a encore 10 ans, nous rachetaient de l'électricité quand ils n'en avaient pas. Et bien, comme les Allemands ont fait des éoliennes partout, quand il y a trop de vent, parce que les éoliennes c'est une énergie totalement intermittente, hein, où il y a du vent, où il n'y a pas de vent, et quand il y avait trop de vent, Barroso disait à la France, non, mais il faut aider les Allemands, là. Vous allez racheter un petit peu d'électricité, alors que nous, en overflow, dans l'autre sens, excusez-moi d'utiliser cet anglicisme, nous vendions justement, quand ils en avaient besoin, aux saisons les plus fortes, on leur vendait beaucoup d'électricité parce qu'on l'avait, et on avait de quoi le faire. Voilà. Ça paraît anecdotique, mais ça fait partie d'un ensemble. L'ensemble, c'est l'interdépendance de tous les États pour enlever leur souveraineté, supprimer leur souveraineté énergétique. Et ça, c'est clairement, il y a des textes qui sont très précis là-dessus dans le livre. C'est la clé sur l'énergie. Voilà. Mais ça procède de tout. La clé sur l'énergie, c'est aussi, deuxième clé, l'effacement des nations. Il n'y a pas de secret. Le projet suivant, regardez déjà aujourd'hui, quand vous prenez le président de la République actuelle, quel qu'il soit d'ailleurs, il n'a plus aucun pouvoir de chef d'État. D'ailleurs, c'est amusant, il part en Chine, là, l'actuel, et il part avec Ursula von der Leyen qui s'est invitée. Mais oui, c'est normal. Il y a eu un transfert de pouvoir et de compétences. Hein. Nous sommes à la fin des États, des nations, véritablement. Merci l'Europe. Ben oui. Mais l'Europe n'est que le faux-nez du mondialisme. Hein. Tout ça a été écrit. Vous savez, je cite des propos de Jean Monnet de mémoire, je crois que je les ai mis dans le livre, de Jean Monnet. Lisez les mémoires de Jean Monnet, c'est un livre vieux, hein, mais enfin vieux, il date des années 70 ou fin des années 70, mais il est très intéressant à lire parce que il a été le secrétaire général de la SDN, secrétaire général adjoint de la première Société des Nations. Donc c'est un mondialiste convaincu. Il a quand même fait 10 ans 10 ans de formation dans un des plus grands groupes financiers américains. C'était pas chez Rockefeller, c'était dans une autre des grosses banques. Quoi non, c'était pas ça. C'était encore une autre. Ouais. Mais et donc il explique clairement ce qu'il a fait et ce qu'il faut faire et ce qui va se faire avec l'Europe et ce qui est en train de se faire et de se finir. Donc le mondialisme, l'effacement des nations. Ben là, vous avez les ONG dont je vous ai parlé avec Strong, qui leur donne un pouvoir au niveau des États, un pouvoir juridique au niveau des États, d'où les très grands monstres comme BVF ou l'autre, hein, Greenpeace. Mais toutes les autres ONG environnementales, etc., toutes les ONG vertes ont aussi cette légitimité aujourd'hui, d'une certaine façon. Donc, effacement des nations et solver et coagula, hein, c'est un des grands principes de la Révolution, dissoudre et reconstruire. Et la reconstruction, ce sont des grands ensembles pan-mondiaux, si j'ose dire. C'est pour ça qu'il y a quand même un gros problème dans le schmilblick, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais en ce moment, en Ukraine, en Russie, etc. Et c'est pas ce qui se passe,
parce que là, on l'a cherché quand même. C'est une digression, mais je vous la livre telle quelle, parce que je pense que vous avez la même idée, à savoir que on est en train de... L'OTAN est en train de... Et les États-Unis, de pousser à l'Eurasie, qui va se faire là où les Russes, par nature, étaient beaucoup plus ancrés vers nous, culturellement, historiquement. Leurs racines sont beaucoup plus de notre côté, mais on est en train de créer un monstre, ou alors on est en 38, parenthèse, en 1938. On ne peut pas exclure non plus cette thèse-là. J'espère que je me trompe et que ça ne sera pas le cas. Mais il y a quand même tellement de va-t-en-guerre dans cette affaire, y compris les généraux 2S qu'on voit sur tous les plateaux, qui n'ont pas touché à une arme ni vu un plan de bataille depuis 30 ans, mais qui donnent des leçons au monde entier. Passons. Voilà, je m'éloigne un peu du climat. Effacement des nations, il y a plein de textes qui vous expliquent cet effacement des nations. Si je faisais un commentaire qui n'est pas dans le livre, je dirais que si la France veut se sauver, en l'état actuel des choses, il n'y a pas 36 solutions. Il faut quitter l'ONU et le GIEC étant la seule instance qui a été délibérément fondée pour être au-dessus des nations et avoir des pouvoirs de coercition supranationaux. Les accords de Paris, la COP21, en décembre 2015, vous savez, avec Laurent Fabius, président du... Encore un bol, là. Ah bon, oui. On avait oublié celui-là. Ça me parle de plus en plus. Le grand Président, voyou de- ouais, président du C'est Conseil l'assassin, ce constitutionnel. C'est l'assassin. C'est plus qu'un assassin. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais il s'en sort bien. Hein. Ah, il aime mon poste. Hein. Ouais. Ah, c'est très bien. Ouais. Appartenant de fonction de, je ne sais plus, il en a 2. Et je crois qu'il a, enfin bon, c'est pas le lieu d'en parler, mais c'est hallucinant de voir à quel niveau ils sont. Ben, c'est lui qui a signé les accords de Paris, hein, pour la France, en 2015. Et ces accords de Paris, vous savez aussi, c'est une parenthèse, mais je vous la fais parce qu'il faut se remémorer certaines choses, les États-Unis l'ont signé. Celui qui a signé les accords, c'était John Kerry. John Kerry, qui est aujourd'hui au cabinet de Biden, avec le poste de responsable, alors je ne sais plus le nom exact, mais je le traduirais par responsable de l'engagement sur le réchauffement climatique planétaire. John Kerry, qui a été candidat aux élections américaines à plusieurs reprises, la présidentielle, etc., qui est le sénateur le plus riche du monde, des États-Unis, puisqu'il a une fortune issue de sa famille, la famille Forbes, trafic d'opium en Asie au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, c'est l'origine. Hein. Et puis également, il a eu la bonne idée, le bon goût, comme on dit dans le Poitou, il y a un proverbe qui dit la pluie tombe toujours sur le mouillé. Et en l'occurrence, John Kerry s'est marié avec la dernière héritière des sauces Heinz. Vous voyez ce que c'est, les sauces Heinz? Oui, bien sûr. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Hein. Donc, c'était le sénateur, quand il était sénateur, c'était le plus riche des États-Unis. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est lui qui est en charge chez Biden de l'engagement climatique. Et pourquoi vous parlais-je de lui? En fait, John Kerry, parce qu'il a fait quelque chose de particulier, à part qu'il est le cousin germain de... Mais je l'ai dit à certains, je crois. Le cousin germain de Bruce Lalonde, dont la mère est une Forbes aussi, donc aussi dans l'opium. Hein. Si, parenthèse, ça peut amuser. Vous voyez qui est Bruce Lalonde? Hein? Ça vous dit quelque chose, non? Bruce Lalonde, il a été le... Il a disparu. Ouais, il a disparu des radars pour une raison très simple. Ah, voilà pourquoi. Il a été président d'Europe Écologie, enfin c'était pas Europe Écologie Les Verts, mais c'était la même chose, des Verts français. Ensuite, il a, et c'est pour ça qu'on parle plus de lui, il a obtenu un fromage, j'en parle dans le livre, c'est juste pour l'anecdote, mais c'est intéressant, parce que j'ai fait dans le livre une petite, à la fin de la manipulation idéologique, une petite biographie simplifiée des hommes clés de cette affaire. Et il se trouve qu'il y a John Kerry, parce qu'il a son rôle dans l'affaire Biden. Oui, je finissais simplement sur les accords de 2015, puis Brice Lalonde. Donc Brice Lalonde a une sinécure, personne n'en parle, et c'est John Kerry qui lui a trouvé. Il est représentant permanent à l'ONU, on lui a fait pour lui, hein, représentant permanent à l'ONU c'est dans mon livre,
de tout ce qui touche au climat et au réchauffement climatique. Donc c'est vraiment un truc, je ne sais pas combien ça doit gagner. Et ça, c'est Kerry, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, donc on appelle ça secrétaire d'État aux États-Unis, qui lui a obtenu ça. Entre copains et entre cousins, on ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'était ma digression sur John Kerry. John Kerry a été le signataire américain, l'homme politique signataire américain des accords de Paris en décembre 2015, lesquels accords ont été dénoncés, comme quoi on peut toujours tout faire, par Donald Trump à peine arrivé au pouvoir aux États-Unis. Trump a dit, moi, réchauffement climatique, alors là, vous ne me ferez pas croire à ça. Mais il a été pointé du doigt pour ça. Il a été pointé du doigt pour Oui, ça. oui, bien sûr. Tout le monde s'est bien moqué de lui. pour Bien ça. sûr, bien sûr. N'empêche qu'il a tenu et les États-Unis ont dénoncé les accords de Paris. Et c'est seulement après, qu'aussitôt après, mais évidemment, Biden les a remis, les a réintégrés. Bon, j'avance avant la nuit. Et j'en suis sur le mondialisme et les nations. Et puis ensuite, dans les clés, il y a une clé géostratégique. La clé géostratégique, je ne vais pas vous la développer dans les détails. On est bon? Simplement, il y a une chose certaine. Alors, quand j'ai écrit ce chapitre, la guerre n'était pas encore déclenchée. Mais il y a d'évidence une volonté claire, et je donne des sources, d'en finir avec la souveraineté de la Russie actuelle. Parce que la Russie est le plus grand pays du monde, non pas en population, mais en surface. Et elle fait, sauf erreur, 17 millions de kilomètres carrés, chaque ligne comprise. Un accès sur l'océan Arctique, qui se réchauffe, naturellement, mais qui se réchauffe. Donc des ouvertures de plus en plus fortes. Un dégel de la Sibérie. Un dégel de la Sibérie qui va avoir des aspects très forts, parce que la Sibérie recèle des ressources considérables, pas que fossiles, mais fossiles aussi. Et si ça se dégèle, eh ben ça s'exploitera beaucoup mieux. Il y a aussi, parce qu'on l'oublie un peu, les productions agricoles. La Russie étant un très grand pays, il y a toutes les zones qui sont dans des zones qu'on connaît, pas très loin de l'accès à la mer de la Russie et tout ça, où il y a des zones céréalières considérables, comme il y en a en Ukraine d'ailleurs. Tout ça, ça attire beaucoup. Et que ce soit une souveraineté unique détenue par un État, ça ne va pas avec le plan mondial. Mais là, il va falloir se battre pour récupérer. C'est pour ça la Russie, on n'y est pas encore. C'est pour ça que je parlais de 1938. Moi. Parce que quand on voit la fleur au fusil des gens, que ce soit les médias ou les politiques, on peut se poser plein de questions. Voilà. J'espère que j'ai tort. En tous les cas, il y a ça. Je cite des propos d'un homme qui est un initié de haut niveau mondialiste, qui écrit beaucoup dans l'Institut Montaigne. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Montaigne, qui est un groupe de réflexion totalement mondialo et mondialiste centré, qui publie un certain nombre de textes et de sources extrêmement intéressantes. C'est français, officiellement. Mais donc, il y a un homme qui contribue beaucoup à l'Institut Montaigne, mais aussi dans d'autres revues, qui s'appelle Dominique Moïsi. Et non, c'est pas une inadvertance de la Providence. J'y suis pour rien. Et qui a écrit noir sur blanc que, dans un texte que je cite, alors je ne vous le cite pas dans le détail, mais je vous dis l'esprit, c'est nous ne pourrons pas laisser éternellement ce pays, je parle de la Russie, exploiter et vivre sur ses rentes d'énergie fossile et de toutes les énergies qu'il a et les richesses qu'il a. C'est écrit noir sur blanc. Donc on peut se poser quand même des questions sur ce qui se passe en ce moment. Bon, il y a eu le Kosovo avant, il y a quand même eu tout un tas de choses dont vous vous souvenez. Le faux nez, l'OTAN et le faux nez de l'Europe. Qu'est-ce qui nous a remis dans l'OTAN? Sauf erreur, c'est Sarkozy. C'est bien qu'il y a des raisons derrière tout ça. C'est un alignement. Donc la Russie gêne aujourd'hui. Et c'est certain qu'en plus de ça, il y a
Il y a beaucoup de minéraux en Sibérie. Il y a même des diamants. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a des diamants, et vous savez comment? Il y a des mines de diamants terribles, enfin des gisements de diamants terribles. Vous savez l'origine? Donc, c'est anecdotique. C'est un peu au charbon, non? C'est pas ça, non? Non, c'est anecdotique, mais il se trouve qu'en 1908, il y a une météorite énorme qui est tombée sur la Sibérie. Énorme. Ça a dû faire un genre de tremblement de terre, même mondial, hein, je pense, quand elle est arrivée sur comme quoi ça peut arriver, hein, sur la Sibérie. Et la combustion et le choc ont entraîné des phénomènes de création sur des roches de diamants. Et donc, il y a des pépites de diamants, il y en a des milliers de tonnes. Le seul problème, c'est que c'est difficile à exploiter et elles sont, paraît-il, très fragmentées. Non, mais c'est pas grave, ils sont en train de piller l'Afrique pour les Oui. diamants et tout ça, donc les Russes. Oui, bien sûr. Bien sûr. sûr. Ouais. Voilà. En gros, j'en ai fini sur les clés et les mobiles, sauf un, c'est que je vois que vous prenez des notes studieusement. Est-ce que... Allez-y. Oui, j'ai noté qu'il y en avait 4 des clés. Exactement. Il y en a que 3 là. Là, il y en a que 3. Il y en a que 3. Donc, je suis allé un peu vite sur la troisième, hein, la clé géostratégique, mais vous avez compris que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est véritablement la Russie et ses 17 millions de kilomètres carrés et les gisements énormes qu'elle a. Voilà. Et donc, j'ai une quatrième clé. La quatrième clé, c'est une clé eschatologique. Donc, elle est particulière. Et je vais vous l'expliquer de la façon suivante. Aujourd'hui, nos amis, les réchauffistes, qui pensent que c'est d'origine humaine, ne veulent pas entendre parler de ce qu'un certain nombre de scientifiques expliquent en disant « arrêtez vos bêtises », au GIEC, hein, « arrêtez vos bêtises, en fait, le réchauffement climatique est parfaitement naturel et il provient du Soleil. » Et du rôle du Soleil. Pourquoi? Parce que le Soleil, vous savez comment ça marche, hein, c'est notre astre, le Soleil. Nous sommes un satellite, si j'ose dire, autour, et la Terre, elle tourne sur elle-même un peu comme une toupie oblique, comme ça, et elle fait le tour, elle passe à certains moments très près du Soleil, beaucoup plus près du Soleil, et puis elle s'éloigne un peu, et là, elle est beaucoup plus loin, et ça fait les saisons. Ça fait le jour, quand elle tourne en une journée, ça fait le jour. Enfin bref, tout ça, vous le savez. Et donc, il y a toute une école de pensée scientifique qui dit, si nous sommes en ce moment dans une période de réchauffement climatique parfaitement naturelle, c'est l'action du Soleil qui l'a créé. Et d'autant plus qu'on progresse aussi au niveau scientifique. On a maintenant ce qu'on appelle, on a une connaissance des cycles solaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fait que le Soleil a des cycles d'activité. On les appelle les cycles de Maunder. C'est un scientifique anglais qui a déterminé ça. On a progressé, pourquoi? Parce qu'on a progressé avec, dès le 18e, les lunettes ont permis d'observer de beaucoup plus près le Soleil, si j'ose dire, hein, de beaucoup plus près, etc. Et donc de découvrir qu'il y avait des taches, et que ces taches bougeaient. Voilà. Puis peu à peu, d'année en année, Maunder, ça doit être de mémoire, ça doit être début du 20e, on a découvert qu'en effet, il y avait des cycles. Le cycle de Maunder sera un cycle de 11 ans et demi, mais dans des plus grands cycles autres. Voilà. Et donc, il y a cette explication, et notamment une école danoise de scientifiques de haut niveau, qui disent, mais arrêtez de nier la vérité. Nous sommes dans un cycle parfaitement naturel du Soleil, et la Terre se réchauffe sous l'action du Soleil. Ça va durer environ 400 ans, si c'est comme le petit optimum médiéval, mais ça peut aussi être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais voilà. Et alors pourquoi est-ce que j'en fais une clé eschatologique, hein? Parce que pour le moment, je reste dans le scientifique. Ben, simplement, j'ai fait un lien, alors là, je suis un écrivain catholique, j'ai fait un lien entre ce rôle du Soleil et un événement qui s'est produit en 1917, où le Soleil a eu un rôle très important. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Enfin, Fatima. Exactement. Et la danse du Soleil,
Bon, il y a 70 000 personnes qui sont rassemblées. Je cite des textes du journal O Século, qui était le grand journal lisboète, équivalent du Figaro ou je ne sais pas quoi de l'époque. Et les 70 000 personnes qui étaient là, il y avait deux catégories de gens, parce qu'ils savaient, les voyants leur avaient dit, il y avait des gens qui ont passé la nuit pour être sûrs d'avoir une place et de voir. Bien sûr. Et comment ? Bien sûr, ouais, c'était les trois petits bergers qui avaient Oui, les trois petits bergers. qui avaient eu la... Ouais. Lucie, François et Jacinthe. Mais il y avait aussi des gens qui sont arrivés le matin. Il y avait 70 000 personnes. Bon. Et ceux qui étaient la nuit, il a plu énormément toute la nuit. Tout à fait. Et toutes les personnes qui ont témoigné, qui étaient là la nuit, quand le soleil s'est mis à tourner, d'abord, comme dit le journaliste portugais de Século, il dit on se croirait revenu au temps biblique. Cette foule qui est en extase complète, etc. Les gens qui étaient trempés jusqu'aux os se sont retrouvés secs en 1 minute, quoi. Les vêtements séchés, alors qu'il n'y a eu aucune impression de chaleur. Donc il y a eu quelque chose après, bien sûr, on peut ne pas croire à ce miracle. Moi, j'en ai tiré une clé eschatologique, c'est que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi pourquoi tout le monde nie le rôle du soleil dans un mécanisme tout à fait naturel de réchauffement climatique et un cycle qui est le suivant après l'optimum médiéval, sachant que je ne vous ai pas dit une chose, c'est que le cycle dans lequel nous sommes, tous les spécialistes sérieux disent qu'il a commencé au milieu du 19e siècle. C'est-à-dire que la Terre a commencé à se réchauffer au milieu du 19e siècle. Donc si on est dans quelque chose d'équivalent au petit optimum médiéval, on en a encore jusqu'en 2250 à peu près, avant qu'on ait un changement. Mais ça ne veut pas dire que ça sera le même, hein, mais voilà. Donc on est qu'au début. Oh là là, les médias vont pouvoir en écrire des articles sur le réchauffement et le danger du réchauffement. Voilà, alors après je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais ça reboucle avec ce que je disais à propos du puits et à propos de Saint-Malachie et du concile du puits avec, comment s'appelait, Innocent II, le pape de l'époque, hein, et simplement Saint-Malachie, ami de Saint-Bernard donc là je suis sorti de Fatima, hein, mais Saint-Malachie, grand ami de Saint-Bernard, et à Cîteaux, hein, va à Rome, il fait sa prophétie des papes, il a une inspiration, il fait sa prophétie des papes, on la retrouve plus tard. Alors ça déplaît beaucoup aux gens, hein. Il y a même des gens qui veulent assimiler à tout prix Saint-Malachie et Nostradamus, il n'y a aucun rapport. Voilà. Je vous ai parlé de tout ça déjà au début de la conférence ou pas? Ou c'était à certains Non. avant? Non, ouais, d'accord. Bon, bref, la prophétie de Saint-Malachie, si on la suit dans le détail, moi j'ai une histoire des papes en 6 volumes, mais chaque volume fait 600 pages, je suis quand même allé voir. Si on la prend, François est le dernier pape. Donc ça rassure pas. Ça rassure pas. Néanmoins, j'ai mis plusieurs hypothèses. Et dans ces hypothèses, j'en ai une qui fait que il y a eu dans l'histoire de l'Église 35 papes à peu près, 34 papes qui ont été antipapes, déclarés antipapes, dont celui au concile du Puy, hein, le fameux Anaclète. Eh bien, on peut ne pas exclure qu'il y ait des papes actuels qui puissent devenir être prononcés comme antipapes. Voilà. Et il peut y en avoir plusieurs. Pour l'anecdote, Jean XXIII, le pape qui convoque le Concile Vatican II, celui de la révolution dans l'Église, Jean XXIII a repris le nom d'un antipape, ce qui est quand même très curieux. Il y a eu un Jean XXIII, il y a une époque où il y avait 3 papes, et il y a eu un Jean XXIII. Eh bien, il a repris ce nom. Alors évidemment, il a dû être critiqué là-dessus, et je crois qu'il l'a été, et il a répondu, bah oui, mais comme c'est un antipape, je peux reprendre le nom. Mais du coup, ça pose quand même énormément de questions. Voilà. Ça nous laisserait peut-être un peu de répit, parce que si vraiment c'est pas des antipapes, tous ces papes-là, alors Benoît XVI, c'est compliqué. Parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec leur destin personnel.
les antipapes de l'Église, c'est pas ça qui font qu'ils sont, comme on dit, damnés. C'est pas du tout, il n'y a pas de jugement de valeur de ce niveau-là, ils sont simplement pas légalement le pape. Voilà. Donc peut-être qu'on a un peu de répit, et ça fait partie de la clé eschatologique et du rôle du Seigneur. Voilà. J'ai essayé de vous glisser à peu près tout ce qui me paraissait important dans le livre, mais il y a évidemment, je vous dis, il y a 200 notes. Il y a sur la création des écologistes et les ONG devenus vraiment des États dans l'État, il y a des faits et des choses considérables qui sont dans ce livre. Voilà. Je vends pas le livre. Hein. C'est le libraire qui s'occupe du livre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sur Jean 23, il y a une thèse que on entend souvent, comme quoi, en fait, il n'aurait pas été le pape qui aurait eu en fait, ça aurait été le cardinal Siri qui aurait été élu et qui aurait été certains. Oui, mais comme normalement, les cardinaux entrent au conclave et ils n'ont pas le droit de parler, mais il y a toujours des fuites. Mais normalement, voilà. Bon, en tous les cas, je sais pas. Mais bon, ça irait dans ce sens-là aussi. Hein. Alors, si c'est la fin des papes, où devient notre religion? Ben, François... Là, elle est mal barrée en France, notre religion. Ah, oui, c'est clair. Non, mais pas en France, dans le monde entier. Oui, dans le monde entier. Je cite un discours moi, je parle de François à l'ONU et François pour la journée mondiale du climat et tout ça, avec où il encense Greta Thunberg et tout. Mais il faut arrêter un peu. Il faut qu'il fume du hakik. Et si on suit à l'apparition du Japon, oui. C'est pas bon du tout. Hein. Vous avez lu c'est un peu la même chose que Fatima. Hein. Oui. Vous avez vu le documentaire de Pierre Barnérias, non? Oui. Ouais, d'accord. Je cherche le contact avec Pierre Barnérias, mais il n'y a plus moyen de l'avoir. Si vous l'avez, vous l'avez, ça m'inquiète un peu. Mais je trouve qu'il a fait soft quand même, parce Oui. qu'il voulait être optimiste. Oui. Mais l'apparition, ce que dit C'est Akita. c'est Akita. Oui, Akita, merci. Ouais. C'est terrible. Ouais. Il ne faut pas faire peur, il ne faut pas avoir peur. Maintenant, il est certain que notre monde avance de plus. Moi, je parle beaucoup dans ce livre, vous le découvrirez aussi, de l'ère anthropocène. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ère anthropocène, si vous avez entendu parler de ça. Vous, oui, parce que vous... Non, l'ère anthropocène, c'est une thèse. Hein. Et c'est une thèse qui prétend que nous serions rentrés dans une ère anthropocène, c'est-à-dire où l'homme va prendre le contrôle de tout et devenir Dieu. Voilà. Le premier qui l'a dit, c'est Buffon, qui n'a pas dit comme ça, mais on peut dire que ça pourrait être le père de... Donc c'est au 18e, hein, parce qu'à un moment il a écrit « Il n'y a plus aujourd'hui d'endroit sur la Terre où l'homme n'a marqué sa présence ». Donc lui il le présentait comme ça, mais l'anthropocène c'est quelque chose de terrible, parce que c'est ni plus ni moins. Alors les scientifiques ou les historiens actuels disent on pourrait, c'est quand même truculent, on pourrait considérer que l'anthropocène commence en juillet 45. Vous savez pourquoi? En juillet 45. Non? La bombe atomique. Premier essai au Nouveau-Mexique, dans le désert du Nouveau-Mexique, de la bombe atomique américaine. Et un mois plus tard, Hiroshima et Nagasaki. Alors bon. Alors, tout se passe pendant les guerres quand même, les grandes guerres. Hein. Oui. Fatima et... C'est vrai. C'est vrai. Dans Fatima, pour ceux qui croient, et dans le message de Fatima, la Vierge a utilisé le climat à un moment très précis. Elle a fait une prophétie aux petits voyants en leur disant vous verrez un jour, il y a deux des petits voyants qui ne l'ont pas vu, mais les hommes verront un jour une nuit très anormalement éclairée, et ce jour-là sera l'annonce que mon fils va punir le monde par un châtiment plus terrible que la guerre, puisque 1917 c'était la guerre de 14-18. Et ça s'est passé. C'est le 24 janvier de mémoire 1938, où il y a eu une illumination du monde de nuit par une série d'aurores boréales considérables et qui s'est vue partout.
Partout, même en Afrique, même près de l'équateur, etc. Les gens voyaient. Et donc, je cite un extrait de, je ne sais plus quel est le journal, le grand journal américain qui parle de ça, les journaux canadiens en ont parlé, enfin tout le monde en a parlé. Voilà. Et c'était en janvier 38. C'est ça. Voilà. Ça vaudrait peut-être le coup de parler un petit peu peut-être du rapport secret du Pentagone. Oui. 2003. Oui, absolument. Ouais. Ah, je ne peux pas tout dire, il y a tellement de choses dans ce livre. Le rapport secret du Pentagone, absolument, c'est dans la partie géostratégique. Je crois. En fait, oui, c'est vrai que je n'ai pas du tout abordé cette question de la manipulation climatique dans ce sens-là, c'est-à-dire la vraie manipulation. Les Américains ont publié et ont saisi des consultants, 3 consultants qui ont écrit un livre, ou 2 consultants qui ont écrit un livre qui s'appelle An Abrupt Climate Change, qui a été écrit, sauf erreur, en 2003, et qui est un tout petit livre, hein. Il fait 100 pages, une centaine de pages à peine, dans lequel ils expliquent que, contrairement à ce que tout le monde pense, parce qu'on était déjà à l'émergence du réchauffement climatique anthropique, entre guillemets, et il explique, ce rapport, que la Terre va se refroidir brutalement, et que dans ce cadre-là, il va falloir trouver des solutions. Et puis surtout, je croyais que c'était derrière. Il y avait une manifestation dans la librairie. Et donc, que la Terre allait se refroidir brutalement. Et ce rapport n'exclut pas non plus qu'il y ait des armes, enfin, c'est la conclusion que j'en tire moi aussi, qu'il y ait des armes climatiques, des armes stratégiques climatiques qui s'élaborent. Or, il est certain que... Alors, ce rapport, il est sorti à l'automne 2003 de mémoire, et il est, comme par hasard, il fuite un rapport du Pentagone. Il fuite en début d'année suivante, notamment à Londres, avec The Observer, qui publie un article là-dessus en disant il y a un rapport très étonnant et tout, ça sent le truc téléguidé comme c'est pas possible, et puis peu à peu il se diffuse partout et tout ça. Mais derrière ça, pour moi, ce rapport annonce que l'homme va toucher, stratégiquement parlant, et par armes au climat, donc détraquer le climat, avec des intentions belliqueuses. Et c'est... Est-ce que Oui. ces essais dont on entend parler en Chine, Les chemtrails et tout ça, non. avec Oui. les nuages, effectivement, est-ce que c'est L'ensemencement des nuages. Voilà, Oui. des nuages de pluie, des faux nuages de pluie, Oui. effectivement, qui permettent... C'est pas des faux nuages de pluie, c'est de l'ensemencement des nuages et qui entraîne ou des pluies ou enfin qui fait changer le temps. Voilà. Et Ce sont des prémices, Ouais, certainement, ouais. alors, Oui, oui, ça tout à fait. longtemps, hein. Mais il n'y a pas que les Chinois, hein. Il n'y a pas que les Chinois. On dit qu'en Occident, il y a énormément d'avions, même d'avions de ligne, qui ont j'ai même vu un document où on voit ce qu'ils mettent sur les tuyères ou je sais pas quoi derrière. Vous savez que les avions, alors maintenant c'est moins le cas, mais avant, les avions avaient une procédure, qui était d'ailleurs bien sur le plan pollution, consistant à, avant atterrissage, larguer le reste du réservoir Oui, c'est ça. pour éviter un incendie s'il y a un mauvais atterrissage, etc., et que l'avion explose. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'ils rajoutaient maintenant une espèce de... J'y connais rien en aviation, mais un genre de tuyère ou un genre de sortie permettant en même temps d'ensemencer et de mettre d'autres produits, voilà, dans les nuages. Il y a des photos ou des vidéos, Ouais. on voit d'ailleurs des Merkel dans un avion. Voilà, Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça reste soi-disant un secret, mais tous les gens qui travaillent autour des avions de ligne savent que ça existe. C'est ça qui est le plus incroyable. Mais personne n'en parle. Après, je pensais aussi une chose Ouais. par rapport au réchauffement qu'on vient de Oui. faire croire. Oui. Le fait d'Internet qui arrive en puissance avec la 5G qui va être déployée. Oui. On sait que l'électricité, en fait, a à un moment aussi fait que le climat a changé. L'avènement de l'électricité après Internet, tout ça fait une électrification de la Terre. Oui. Donc ça aussi, ça peut jouer. Et pourtant, on développe
on Ah bah, développe Internet encore beaucoup oui. plus. Et le numérique va prendre de plus en plus d'importance. Et le numérique, vous l'avez compris aussi, c'est la guerre mondiale. C'est la guerre mondiale du numérique. Regardez comment les Américains ont essayé de tuer les Chinois sur leur progrès. C'est comment s'appelle la boîte? C'est TikTok ou TikTok, etc. Un milliardaire chinois qui a monté ça. Il y a une guerre complètement feutrée qu'on ne voit pas, mais énorme, parce qu'il y a des enjeux considérables j'allais dire, d'esclavage du monde. Oui, Parce parce que que les cette guerre numériques a vont déjà être- été ministère français, TikTok, c'est déjà interdit. Ouais. D'ailleurs, ils ont tué, en parlant de 5G et tout ça, là, c'est tout lié tout ça. Ils ont tué la marque de téléphone, une marque de téléphone chinoise là, qui grimpait en puissance. oui. C'était quoi? Je sais plus la marque. Huawei. Huawei, voilà. Ouais. Ils ont tué Huawei en leur enlevant le service Google et tout ça. Ouais. Et c'était Huawei qui devait développer la 5G partout. Ouais. Enfin bon, il y a tout un micmac là. Ça, il y a une guerre mondiale Moi, je pense, numérique. Hein. ouais. Ça, c'est dans l'Anthropocène. Vous verrez ce que j'écris sur l'Anthropocène. C'est, si vous l'avez lu, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a des choses assez effarantes. C'est Ouais. comme 1984, quoi. Ouais. C'est exactement ça, parce Ouais. qu'on va arriver dans un truc, on va être cloisonné dans des grandes villes où, voilà, avec ça, on ne pourra plus rien faire. C'est-à-dire, Mais le désespoir en politique est une sottise. Il faut se battre. ah oui, C'est ce non, que mais j'ai ça, y a essayé pas de de faire. souci là-dessus. Moi je pense qu'il va y avoir une. Enfin, c'est même le cas. C'est la guerre entre les États-Unis et la Chine. La Chine de grande puissance économique, quoi. Oui, mais c'est. Actuellement, même là, par exemple, on parlait un peu des voitures électriques, c'est les Chinois qui ont la technologie, qui ont le savoir-faire et tout, que nous on n'a pas, et c'est pour ça qu'il y a. Pour avoir la souveraineté mondiale, il faut plusieurs choses. Et certaines choses que les Américains n'ont pas. Mais il y a une clé de l'histoire, c'est quand même la démographie. Ah, bien Aussi, sûr. Ah, bah oui. Et- Bien sûr. Donc regardez et faites vite Voilà. les poids, on voit quand même certaines choses. Hein. C'est pas le professeur Chonu qui me démentirait. Grand spécialiste. Alors le problème dans ce réchauffement, enfin dans ce Oui. pseudo-réchauffement climatique, Ouais, c'est ouais. dans notre vie de Non, tous les pas jours. pseudo, il est vrai. Oui, non, Il est mais, vrai. Hein. oui, mais je veux dire, Ouais. de la cause de l'homme. Oui. C'est que dans notre vie de tous les jours, on est pointé du doigt tous les jours. Vous avez une voiture un peu puissante, Oui. vous mettez la climatisation, on peut plus aller skier, on peut plus faire. Enfin, on va vivre comment bientôt là? Comme des esclaves. Comment on va faire? Vous ferez ce qu'ils veulent que vous, que vous Parce que fassiez. tous les jours maintenant on est pointé du doigt pour n'importe quoi qu'on fasse. Oui, je sais. Mais Bien sûr. comment Mais faire? Comment lutter? On est tracé totalement. Comment lutter? On est tracé totalement. Ben oui. Quand vous voyez les efforts des opérateurs Ah téléphoniques, mais ça, le téléphone. c'est impressionnant. Hein. Quand vous voyez EDF, qui sera bientôt privatisé d'ailleurs, hein, où il n'y aura plus rien. Mais EDF, quand vous voyez comment ils font actuellement avec Linky, ils sont en train Ah ben, le compteur d'amasser. Linky n'est pas chez moi. Hein. Oui, mais ils Il sont me en train traque, mais il y d'amasser est pas, hein. des bases de données considérables qui leur permettront après de définir les profils. C'est la même chose que ce pantin là qui s'appelait Catla, qui avait déterminé, je ne sais pas si vous voyez Bernard Catla, là, le gourou de la publicité à une certaine époque, qui avait déterminé des sociotypes. C'est vrai d'ailleurs. Ce qu'il avait fait. Mais c'est la même chose en numérique, mais qui va beaucoup plus loin, parce que la puissance du numérique est telle qu'on peut définir des niveaux de granularité extrêmement petits pour définir les profils des uns et des autres, et travailler là-dessus. Et après, on vous envoie les bons messages, on vous fait croire que ceci, que cela, etc. Mais vous vous rendez compte, il y a On tellement vous de fait gens acheter qui ce croient. qu'on Il y a veut tellement que de vous gens qui achetiez. croient à tout ça et qui vous pointent du doigt tous les jours dans la rue, mais c'est impressionnant quoi. On peut plus parler de rien à personne, hein. En même temps, ils font du martèlement médiatique pour que ça rentre dans Il y a la une- tête, Il y a un truc qui est, culpabiliser les gens. que je cite dans le bouquin, vous verrez, il y a un essayiste français qui s'appelle Bruno Patino, qui a écrit un livre qui s'appelle La mémoire du poisson rouge. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. Un tout petit livre, ça fait 90 pages ou 100 pages, je le cite, et il explique, mais je trouve que c'est remarquable, il explique ce que sont les millennials, c'est-à-dire ces gens qui sont nés en 2000 et suivants. Et il dit, mais vous les reconnaissez facilement, je fais à gros traits, mais vous verrez, je le cite dans le livre, vous les reconnaissez facilement, ce sont ces gens qui montent dans les transports en commun, l'œil rivé sur leur smartphone. Voilà. Et il continue en disant, ça ce sont les millennials, mais il dit, j'ai assisté à la conférence d'un Googler, c'est-à-dire un ingénieur de chez Google, qui
dans cette conférence, nous expliquait que Google avait fait, ses ingénieurs avaient fait des travaux considérables pour essayer de mesurer la mémoire du poisson rouge. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'un poisson rouge avait à peu près 8 secondes de mémoire, ce qu'ils appellent le spam. Et c'est-à-dire que si vous mettez le bon aquarium, vous avez un poisson rouge qui est là, et si l'aquarium correspond à 8 secondes pour faire le tour, Oui. et bien au bout de 8 secondes, il redécouvre le monde. Donc, il refait le tour de l'aquarium et il redécouvre le monde. Et il dit, finalement, nous, c'est un problème pour nous, Google, parce que on s'aperçoit que on a fait des études sur des humains, et on s'aperçoit que le temps d'attention des millénials est guère supérieur à celui d'un poisson rouge. Ça veut dire que ces gens-là passent à autre chose avant d'avoir commencé à faire quoi que ce soit. Alors moi je m'en suis aperçue, Ça leur pose un mais à problème. titre personnel, c'est qu'effectivement on est Mais c'est prodigieux quand même. On lit des choses dans les transports, c'est des articles qui font 10-20 lignes. Oui, exactement, ouais. Et quand je lis, Oui. mon attention depuis quelque temps n'est plus la même. Alors pas parce que je vieillis et pas parce que je ne pense pas. Ça n'a rien à voir. Je suis convaincue que c'est parce que ça m'a conditionné à ce mode de fonctionnement. Tu lis, tu en as pour 30 secondes ton article, tu es imprimé, hop, passe à autre chose. Et que la lecture devient beaucoup plus compliquée. Et j'ai besoin de notes, j'ai besoin d'un écrit pour pouvoir effectivement faire perdurer ma concentration. Ah, mais c'est tout à fait, et on en arrive effectivement à une jeunesse, parce que bon, c'est maintenant leur quotidien. Tout à fait. Qui sont complètement décérébrés, enfin complètement non, pas encore. Comme ça se voit. Ça se voit. Qui passent à autre chose pour tout. Oui. Et dans le monde du travail. Et qui ne travaillent plus d'ailleurs. Voilà. Qui ne veulent plus travailler. Non, absolument, bien sûr. Ils sont dans le virtuel et dans le rêve, quoi. C'est ça, exactement. 8 heures dans une journée, 7 ou 8 heures de travailler. Alors on peut choisir d'en faire 4, ça c'est le choix de chacun. Ah bon, ça fait beaucoup. Et vous savez que le confinement et la grippe de Wuhan, c'est une grippe, le coronavirus, appelé Covid, ont contribué à faire deux choses. À accroître la prégnance des outils numériques et deuxièmement, a permis aux sociétés, aux grosses entreprises de faire des bons de productivité considérables avec le télétravail et avec le numérique à distance et tout ça. Et ça, on n'en parle pas, mais quand vous regardez les résultats, les dividendes qui sont versés maintenant, alors qu'on est en pleine crise financière, il y a une bulle qui est en train d'éclater là, mais indépendamment de ça, quand vous voyez la résistance du modèle pour un certain nombre de groupes, vous dites qu'ils ont dû bien se sucrer pendant la période du Covid. Et ils ont dû apprendre, et on le voit d'ailleurs, même quand on nous demande de plus en plus de ne plus avoir de facture papier, allez sur votre écran, vous verrez EDF, Orange, enfin tout ça, c'est bien, ça fait partie des gains de productivité très importants. Alors que ça pollue beaucoup plus que le papier. Bien sûr. Et ça, personne. Non. Ah, mais là, au niveau carbone, alors, si on parle des carbones, c'est un libraire qui nous le dit. Et sur la capacité. Ah oui, non, ça c'est pas le mien, ça. J'ai cru que c'était le mien. Et sur la capacité de concentration, J'ai acheté plus consommer. C'est ça. C'est une stratégie. J'ai pas de ticket, je ne sais pas que j'ai consommé, je consomme plus. Exactement. Et puis ça permet de pas avoir aussi les tickets dans les supermarchés, c'est ça dont vous parlez? Oui, aussi. Non, mais c'est pas que ça. C'est aussi un gain de productivité colossal. 1 euro est égal à 1 franc maintenant. Parce que la caissière, on n'a plus à l'éditer. Il n'y a plus de fourniture papier. Vous savez, quand le truc s'enroule, que c'est embêtant, il faut changer les rouleaux et tout ça. Non, mais multiplié par XXX, ça devient exponentiel, les gains. Et puis, pas de contestation sur le prix d'un produit, etc. On n'a plus de papier. Et aller à l'étranger, vous vous apercevrez que ce genre de choses-là, c'est décliné à l'étranger. Oui. Je veux dire, c'est pas national. Ah non, mais absolument, tout à fait. Et bien C'est sûr, la même chose. c'est une stratégie mondiale, absolument. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont plus avancés. Et donc, du coup, moi, je voulais revenir aussi sur un
un personnage qui est bien connu maintenant, c'est Elon Musk, qui veut nous faire croire qu'avec sa liberté d'expression qu'il a mis sur Twitter, alors que moi j'avais lu un article sur l'autojournal, sa vision du monde. Alors c'est quand même formidable. Elon Musk, c'est quand même l'homme qui veut rendre, non seulement avec SpaceX et l'entreprise Tesla, quand il monte les voitures autonomes, c'est-à-dire les voitures autonomes, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à un moment donné, la voiture... plus de plaisir. C'est-à-dire même plus de plaisir, mais c'est-à-dire tu pourras plus aller là où tu veux. Voilà. Mais c'est déjà le cas là. Oui, bien sûr. C'est déjà le cas parce Oui. que décide de la vitesse à laquelle Tu rouleras. l'autonomie de la voiture. L'autonomie de la Il voiture. règle l'autonomie à distance depuis les Oui. États-Unis. Bien sûr, oui. Moi j'ai un client qui a une Tesla. Alors bon, c'est n'importe quoi ça. C'est pas la fait bon. Mais quand il y avait eu de l'endroit où on peut aller. dernière grève pour les carburants, alors c'est pas la toute dernière mais l'avant-dernière, qu'on a été bien embêtés, il avait décidé d'augmenter l'autonomie des voitures électriques pour les clients en France pour une période de durée. Tout est contrôlé quoi. Tout est contrôlé. C'est affolant. C'est pour ça. Mais c'est vrai que sa vision du monde c'était ça. C'est-à-dire c'était presque limite les gens restaient dans leur canapé et ils avaient voilà quoi. Mais il a pris un pouvoir qui est. Et puis Elon Musk, il a plus de pouvoir qu'un chef d'État. Ah, mais complètement. Mais les chefs d'État plus n'ont de plus pouvoir. autant de pouvoir qu'avant, on le sent bien. Elon Musk, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est en avril 2021 ou 2020, le monde, la Terre, a été survolé par une escadrille d'une 30aine d'étoiles qui tournaient autour de la Terre. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et pour les endroits, moi j'ai des personnes qui m'ont dit, on l'a vu, c'était magnifique. C'est-à-dire que il suffisait d'être dehors et que les endroits où il y avait une nuit étoilée, parce qu'il y a d'autres endroits où il pouvait y avoir des nuages, eh bien, vous l'avez vu? Oui, pas loin d'ici, ouais. Mais quel rapport avec Elon Musk? Je vais vous expliquer. Donc, c'est cette arrivée d'étoiles comme ça, comme une escadrille, une 30aine d'étoiles. Il y a des gens qui ont envoyé des trucs d'alerte partout, etc. C'était ni plus ni moins SpaceX. 30 satellites lancés en même temps pour faire le tour de la Terre sur un truc. Cet homme-là a plus de pouvoir, parce que normalement... Il est très fort. Oui, mais l'espace... Bien sûr. Non, mais l'espace, normalement, est une res communis. Enfin, c'est une chose qu'un homme ne peut pas s'approprier. Il a, je crois, j'ai lu un article où il aurait plus de 1000 satellites qui tournent autour de la Terre en ce moment. Évidemment. Parce que il sait ce qu'il va faire avec. Si on veut que la Tesla soit dirigée n'importe où et comme on veut, il faut bien que ça marche. Mais c'est pas que ça. Il va nous envoyer des vols non habités sur Mars. Et pourquoi? Parce qu'il y a une guerre aussi des métaux rares et que si on se réexcite, là, les Américains se réexcitent pour aller sur la Lune, c'est pas pour rien. C'est parce que maintenant ils vont creuser pour essayer de voir s'ils peuvent trouver les métaux rares dont ils ont besoin au numérique. Oui, parce que la première fois qu'ils étaient allés, quand ils avaient trouvé les métaux qui avaient en surface de la Lune, ils s'étaient aperçus que finalement, ils en retrouvaient sur la Terre. Quoi. Oui. Voilà, des gens manquent de sable. On manque de sable déjà. Pour le numérique, pour les téléphones et tout ça, on a plus de sable. Moi, je compte qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Rien que ça, hein. Vous avez tout un tas de terres et de roches. Si, on était étoilés, on n'a pas... C'est-à-dire aujourd'hui, on les trouve sur la Terre. Et notamment, on va les chercher en Afrique. Parce que quand on parle de la déforestation, comme Macron en parlait à l'époque de Bolsonaro, en disant c'est honteux, l'Amazonie, etc., c'était complètement téléguidé. Parce que personne, les écolos, on ne les voit pas faire de manifestations sur ce qui se passe au Congo et ailleurs, au Centrafrique, où il y a des exploitations scandaleuses. Non seulement on réduit la nature, mais en plus de ça, on pollue les rivières, les fleuves, avec les eaux boueuses des traitements pour récupérer des métaux rares. Et ce sont les peuplades africaines qui dégustent et qui meurent. Hein. Mais ça, personne n'en parle. En France, il faut voir comment on maltraite les pauvres en ce moment. Oui, bien sûr. Alors attention, parce que en France, la forêt se porte bien. Hein. Oui. Se porte très très bien. Non, il ne faut pas la saccager, mais quand on dit on abat les arbres, mais la forêt se porte très très bien en France. Mais il y a plus de forêts qu'il y en avait avant. Il y a moins de surface agricole. C'est ce que nous fait croire. On dit forêt et tout ça, mais c'est pas vrai.
Et quand je vois comment c'est arraché, la manière, c'est pas coupé, la manière, on arrache les arbres. Et on laisse les monter dans des états pas possibles. Moi j'appelle ça malafrité. Oui, il y a les granules à bois. Je pense que la France n'a pas forcément de leçons à recevoir en matière d'exploitation forestière. Oui. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on a un passé historique. Bien sûr. Et on maintient quand même une forme d'exploitation qui est assez rationnelle. On va pas vers pas les beaux dévastatrice. jours, hein. Comment? On va pas vers les beaux jours. Hein. Non. Mais c'est pareil, hein. À nous de réagir aussi. Hein. Comment lutter? D'abord Comment rayonner. lutter contre tous ces mensonges? D'abord rayonner. Gouvernementaux. Rayonner, c'est ce qu'on fait tous. On reçoit des amis, etc. Et on essaye de les convaincre, on discute, on les amène à discuter. Vous vous rendez compte par rapport à la majorité des gens qui réfléchissent pas plus que poisson rouge d'ailleurs. Non mais, comment voulez-vous lutter? Et c'est la majorité. Ouais. Comment on peut lutter? On peut pas lutter. Ouais. On est mort. On est mort. Moi je vous le dis. Humainement, on peut considérer que les choses sont perdues, mais je pense que je maintiens. Et je suis pas un grand maurassien, mais je maintiens que le désespoir en politique. Et sur plein de sujets, parce que là on a parlé de réchauffement. On peut se battre. Voilà, en tous les cas, ouais. Il y a un combat à mener. Oui, bah sur les moi je vais vous donner juste un sentiment pour la France. Quand on voit ça, quand on voit tous les autres livres qui paraissent un peu dans le même style, sur ce qui se passe en France, le mondialisme, tout ça, rien qu'à l'échelle de la France. C'est certainement pas, je vais peut-être vous choquer, hein, mais la conquête du pouvoir, c'est certainement pas par les élections qu'elle passera. Et en conséquence, il faut savoir ce qui peut se passer. Et rien n'est inéluctable. Nous avons plusieurs priorités. Aujourd'hui, les Allemands sont en train de nous harceler pour que nous perdions notre siège à l'ONU. Vous savez qu'on fait partie du Cénacle, historiquement, c'est-à-dire le Conseil permanent de l'ONU. On est les seuls en Europe. Bien sûr. Les Allemands n'en veulent plus. Ils ne veulent plus que nous y soyons. Eh bien, on les prend au mot. On leur donne le siège et nous quittons l'ONU, premièrement. Ce qui veut dire que le GIEC, je m'assois dessus. Et donc, tout ce que fait l'ONU, je vous rappelle quand même que l'ONU propage la culture de mort dans le monde entier, avec son CI numéro 1, qui n'est pas de l'ONU, mais qui travaille pour l'ONU, qui est Bill Gates quand même. Il sera prix Nobel un jour, je ne sais pas si c'est fait ou pas, mais il sera prix Nobel. Alors que ce type est vraiment dans le profil des mondialistes. C'est un pédophile, c'est connu de notoriété publique. Il fait des essais, apparemment il fait des essais, notamment en Afrique, sur des adolescents ou des jeunes pour leur injecter des trucs. Des vaccins, tout ça. Ouais, etc. Bon, bref, non, c'est pas nouveau. Ouais. Bon, quitter l'ONU, premièrement, pour revenir à la France. Non, mais pas l'ONU, l'Europe, vous voulez dire. Non, l'ONU. Je dis d'abord l'ONU et on laisse les Allemands prendre la place. Mais aussitôt après, une fois que ça c'est fait, on quitte évidemment l'Europe. On claque la porte de l'Europe. Alors, les Anglais l'ont fait. Aujourd'hui, il y a un matraquage. Je lisais justement un truc de... Je pense qu'ils vont aller beaucoup mieux, les Anglais. Mais ils vont beaucoup mieux. Mais sauf qu'ils avaient quand même un avantage sur nous, c'est que eux, ils n'ont pas transféré leur réserve d'or et elle n'est pas à Francfort et que leur monnaie restait la livre. Voilà. Nous, on ne l'a pas. Mais en désespoir, en politique, tout est possible. Il suffit de se mettre autour de la table et dire comment on le fait. Et si on claque la porte, on tue l'Europe. C'est ce qu'il faudrait... En fait, moi c'est mon idée, attention, après, il faudrait quitter l'Europe, il faut garder une Europe, de défense. Non, surtout pas. C'est l'OTAN. Ouais, mais... Bon, on rentre dans un débat qui dépasse un peu le cadre. Je dis simplement que notre salut ne viendra que si un chef d'État a cette feuille de route et le dit. Mais personne ne l'aura. Mais personne ne l'aura. Mais pourquoi? Mais pas du tout. Il y a Marine Le Pen qui l'avait mise dans son programme à une époque. Oui, mais et elle est vite sortie du truc parce qu'elle a vu qu'elle avait personne avec elle. C'est plus un problème d'élection, c'est un problème de non-retour, probablement sur un coup d'État ou quelque chose. Parce que je ne vois pas comment les choses vont faire que. Moi, je pense que les choses vont faire. Bien sûr, c'est facile à dire, mais je veux dire par là que, en tous les cas, si on veut se sauver, pour moi,
Ces deux choses doivent être le préalable. Et ensuite, il faut reconstruire la France. Mais ça veut dire qu'avoir une politique étrangère sérieuse, de souverain, nous ne sommes plus souverains. L'histoire que je racontais d'Ursula qui se joint à Macron pour aller à tel endroit ou tel autre, c'est pour montrer, c'est pas toi le patron. C'est fini. Tu es un fondé de pouvoir de Rothschild, ben maintenant tu es le fondé de pouvoir de l'Europe. Voilà. Et après, il faut reconstruire l'ensemble. Une armée de métiers forte. Là, je vous choquerai peut-être, mais je suis anti-conscription de fond, parce que je pense qu'on a besoin d'une vraie armée de métiers. Et l'armée n'est pas faite pour éduquer des beurs de banlieue. Hein, genre le service... civique, je sais pas quoi, qui est un truc à continuer de polluer. Je suis sûr qu'il y a un chapitre sur le réchauffement climatique entre autres. Ah oui, non, mais dans la formation. Non, mais en fait, ce qu'ils font, ils créer du. Mais ça coûte des milliards en plus. Et on utilise l'armée pour former, pour déformer ces gens-là en plus. Parce que la culture woke, il sera quand même. Hein. N'inquiétez pas, comme à l'école. Ouais. Moi, on a un collègue de travail, c'est un militaire. Oui. Alors lui, il croit au réchauffement climatique pur et dur. Hein. Oui, bien sûr. Il répète ce qu'il entend à la télé. Bien sûr. Mais sur l'Ukraine, mieux que ça. Sur l'Ukraine, c'est la même chose. Mieux que ça, et c'est même vanté qu'il s'était vacciné, qu'il était pour les vaccins. Ben, j'ai dit, moi, je suis contre. Mais il faut lui dire deux choses. Dans les dernières infos, il faut lui dire deux choses. Il faut lui dire, comme ça, anodinement, au fait, tu es au courant que l'armée américaine... tous les militaires qui sont vaccinés ont interdiction de donner leur sang. Ah oui, j'ai entendu ça. Ouais. Ah mais tiens, il faudrait que tu le dises. Ouais. Et leur sperme. Interdiction. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, il y a encore une autre chose. J'ai un bon copain qui est parti au Nicaragua. Là, il part chaque année en Amérique latine. Avec Costa Rica, pardon. Costa Rica. Oui, parce que Nicaragua, ça serait avec Mélenchon, alors. Oui. Voilà, Costa Rica. Ouais. Et lui qui voyage assez souvent, qui va chez l'habitant, hein, c'est pas le tourisme. Ouais. Et lui dit, vous les Français, vous êtes marrants, t'es témoin quand il a dit à la maison, vous les Français, vous êtes marrants, ils leur disent les étrangers, vous êtes sous une dictature et vous ne le voyez pas. Je répète ça à ce monsieur qui est militaire, vous savez ce qu'il me dit? Eh bien moi, tous ces gens-là, ils ont qu'à quitter la France, ils sont pas contents. Mais j'ai dit, ben mon vieux, si on n'essaye pas de résister, toi, mais bête et méchant, il obéit comme... J'ai jamais vu ça. Forcément, puisqu'ils ont purgé l'armée de tout ce qui résistait à peu près. Ah oui, c'est pour ça que ça fait drapeau d'armée. Donc, au bout d'un moment. Ils sont payés pour obéir, ils passent poser des questions. Enfin, quand même, j'en ai connu d'autres militaires. Ils ont un cerveau, il y en a. Bah, écoutez, c'est de l'endoctrinement. Je vais peut-être vous scandaliser. Le général Pierre de Villiers, je ne sais plus avec qui on en parlait cet après-midi, mais le général Pierre de Villiers, il fait un éclat, il n'est pas d'accord, bêtement d'ailleurs, avec le budget que Macron avait il a été viré limé pour faire des arbitrages budgétaires. Il l'exprime, et il a tort de l'exprimer parce qu'il était quand même SEMA, chef d'état-major des armées, et il claque la porte. Contraint. Voilà. Oui, viré, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose qu'il fait, au lieu de se dire, bon, bah, il y a peut-être en effet, peut-être que je pourrais servir à mon pays d'une autre façon. Pas du tout. Il part comme consultant au BCG. Vous savez ce que c'est le BCG ? Boston Consulting Group. C'est la plus grosse boîte propagatrice du mondialisme dans le monde entier, le BCG. Moi, j'ai vu dans ma boîte, qui est une grosse multinationale, très très grosse, j'ai vu arriver les gens du BCG. Avant, il y avait eu Andersen, la mode des Andersen et tout ça, mais qui copiaient et qui piquaient tout ce qu'ils pouvaient, etc. Ben, le BCG, on a le SEMA, ben, ils ont dû le cuisiner. Hein. Ah oui. Parce qu'ils ont dû le cuisiner. Enfin, je ne sais même pas comment on peut imaginer ça. C'est surréaliste. On aurait pu penser, vu son acte qui était courageux, on aurait pu penser que... Contraire, en fait. Comment ? Il est parti dans tout le contraire, là. Oui, complètement. Mais c'est parce qu'en fait, c'était un problème d'ego. Après, ils ont la même... Avec Macron, il ne faut pas avoir de... Oui. Donc, du coup, en fait, ça n'a rien changé. Je ne sais pas si... Oui, quoi, entre Macron et Villiers ? Oui. Je ne sais pas si Villiers était mondialiste, mais... d'aller au BCG, il a un peu. Ah non, c'est sûr que.
fin du mois, s'il y a une révolution, ça ne va pas l'armée, c'est sûr. On ne sait jamais. Mais enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais à des grades plus en tout, voilà, c'est ça. Si personne dans l'armée suit, il n'y aura pas de révolution. En tous les cas, humainement, je suis d'accord pour dire que tout est perdu. Sauf un événement providentiel extérieur. Monsieur Lagarde, ça c'est une phrase spécifique, ce que vous venez de dire là. Humainement, tout est perdu. Ça c'est quelque chose que vous avez été chercher quelque part, non? Non, je ne crois pas. Ah, d'accord, parce qu'on la retrouve telle quelle dans les prophéties. Quand quelqu'un a dit tout à l'heure, tu as dit, mais qu'est-ce qu'on fait, J'ai dit on est mort. Ça veut dire pareil. Hein. Comment? J'ai dit on est mort. Oui, ça veut dire pareil. D'une certaine façon. Ouais. Oui. Mais il faut lire les prophéties, elles sont étonnantes. Lisez-en plusieurs, croisez-les, faites votre travail de recherche de ressources. Et vous allez voir, vous aurez une direction. Vous saurez que humainement, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que l'effort pour revenir en arrière, on n'arriverait jamais à finir. Mais sur plein de choses. Donc nous avançons. Sur plein de choses. Nous avançons vers quelque chose qui va être différent. Avec une fracture. Et si vous lisez ces personnes pittoresques, désuètes, surannées, vous allez vous apercevoir que ce qu'elles disent est extrêmement moderne. Mais extrêmement moderne. Parfaitement, cohérent. Et tout à fait, vous n'avez pas de divergence entre ces différentes personnes. C'est frappant. Ça va vous donner des nouvelles pistes. Mais c'est complètement rationnel. Hein. Humainement, tout est perdu. Oui. C'est rationnel. Oui. Humainement. Oui, après, ça ne veut pas dire que providentiellement, il ne peut pas se passer d'autres choses. Voilà, c'est ça. Hein vous savez, en 1429, ou 28, ou 25, la France était morte. Oui. Et ici, vous connaissez bien le sujet aussi, hein, parce qu'ils sont venus même ici. Hein. Si 100 ans avant, Bertrand du Guesclin a été chargé de réduire à zéro les grandes compagnies, c'était bien les Anglais qui les avaient amenés et qui les poussaient. Hein. Et après, 100 ans après, c'est quasiment perdu. Et puis, là, c'est du côté de Don Rémy que ça se passe. Ah oui. oui. Bien sûr. Elle a quand même sauvé, elle a foutu en l'air, excusez-moi d'être vulgaire, mais elle a mis dehors les Anglais. La petite pucelle sur son cheval, voilà. Donc, tout est possible. Messieurs, vous êtes la jeune génération, c'est à vous de vous mettre au travail. D'ailleurs, on parlait des jeunes générations tout à l'heure. Messieurs, tous. Hein, ils sont dans les 2000 générations suivantes. Il y en a qui sont épatants. Hein. Mais heureusement, parce que sinon. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas tous. Non, mais ce qui est franchement formidable. Enfin, bon, moi, je suis la génération de 97, mais même la génération après, c'est-à-dire, on a eu un tel matraquage, mais vous pouvez pas vous imaginer. On a même pas, enfin, à peine après. Presque appris à lire, quoi. On a été obligés, c'était presque nos parents qui étaient obligés de nous, enfin moi ça a été le cas, à apprendre à lire parce qu'on a eu la méthode globale, tout ça. Mais comme disait Michel Onfray qui disait comme ça, de toute façon à l'école on n'apprend plus à lire, à écrire, à penser, on apprend le réchauffement climatique, le tri sélectif et le genre, quoi, là. Et nous on a été baignés là-dedans, quoi. Et à un moment donné, il y en a certains, bon après, malheureusement, il y en a d'autres, mais il y en a beaucoup, en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que dès qu'ils se retrouvent dans le monde du travail, dans la réalité, le monde réel, là, ils changent complètement. Hein. Oui, mais il y a une partie qui est quand même trop tard. Hein. Trop tard, exactement, malheureusement. Mais alors, tu as tout à fait raison, je te tutoie parce que tu as là, j'entends ta date de naissance et c'est l'année de naissance d'une de mes filles, qui aujourd'hui, effectivement, sait lire. Dans le déchet. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je ne comprends pas. Et la plus petite, qui a 21 ans, a la même méthode de lecture que la tienne et cherche à comprendre ce qu'on veut bien lui dire. Et c'est là toute la complexité de cette jeunesse, de votre jeunesse, c'est effectivement que vous avez été quelque part par ce mode de lecture et d'apprentissage lobotomisé, à vous dire je déchiffre, je suis une machine, mais je ne sais pas ce qu'on veut me dire et j'ingurgite comme on me le dit. Oui, tout à fait. Mais lui qui n'a pas le savoir est un consommateur, hein, dans tous les cas.
Mais pour n'importe quoi, pour même le bricolage par exemple. Il va je sais pas, il y a par exemple sur son robinet, il y a un joint qui casse, un truc tout bête, on prend un tournevis, enfin une clé à molette, on va acheter le joint qui marque et hop, on le remet. Ah non, mais là tout de suite on appelle le technicien. Mais c'est pas inné, hein. Voilà. Je veux pas dire, mais il vaut mieux pas me demander. Non, mais c'est-à-dire que même juste de débrouiller un peu, ça c'est faire les recherches et tout, voilà. Oui, non, mais c'est vrai. C'est fait exprès, voilà. De rendre les gens dépendants de quelque chose, dépendants et qui puisse plus penser par lui-même. Il a plus le droit de penser par lui-même, d'agir, de faire. Et du coup, voilà, on arrive à un truc où même les gamins, on voit bien, ils veulent plus rien faire parce que c'est dans leur, enfin, ils ont été éduqués comme ça et il faut rien leur dire parce que c'est des enfants rois, il faut rien dire. L'éducation qu'il y avait de la religion, c'est-à-dire c'était vraiment pour mettre des bases, c'est-à-dire quand on va à la messe tous les dimanches, c'est-à-dire faut vraiment s'y appliquer quoi. C'est une ligne quoi. C'était vraiment mettre. Moi j'ai été éduquée, j'ai été à l'école en Moselle. Et en Moselle, c'est pas comme ici. Ah oui, bien sûr. Oui, la religion est obligatoire. Du CP jusqu'à ta dernière classe. Si tu ne signes pas, voilà, c'est le concordat, si tu ne signes pas une décharge, tu as au moins 1 heure de religion par semaine obligatoire. Et ma fille cadette. C'est bon pour le réchauffement climatique, ça. Comment? C'est bon pour le réchauffement climatique, ça. Ah oui, c'est formidable. Solution religieuse obligatoire vue par le pape François. Elle adore ça. Et vraiment, elle adore ça, elle dit, parce qu'effectivement, on comprend son monde. On arrive à comprendre son monde, on comprend son pays, parce qu'aujourd'hui, sa professeure d'histoire lui inculque de voter Mélenchon. Voilà, et on en arrive au wokisme et à plein d'autres choses. Et la religion, effectivement, est importante. Alors, on parle de toutes les religions. Oui, oui, mais effectivement, avec une majorité de. Bon, l'Alsace-Moselle, bon, c'est encore quelque chose. Et très imprégné comme ici, encore de nos racines, et heureusement. Mais on ne le fait pas par ailleurs. Ça reste encore la seule région, le seul département où on le fait. Et aujourd'hui, ici, je ne sais pas si on trouve, je ne connais pas effectivement l'enseignement ici, mais est-ce que dans les écoles primaires ou au collège, est-ce qu'il y a encore des enseignements religieux si vous me demandez? C'est-à-dire, il y a ça dans les écoles sous contrat, mais quand on voit la soupe qui est servie dans l'enseignement religieux, ça ne change pas beaucoup. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Les écoles privées, en fait, elles ont quelques noms de. C'est juste des écoles républicaines payantes. C'est ça, tout à fait. C'est De Gaulle, ça. C'est l'école libre, entre guillemets, qui était tout sauf libre. C'est le vrai, encore. Et ce sont les accords Cloup et Lang qui sont plus récents, qui datent d'après les manifs de 84.